Il faut couper les micros. Bonsoir à tous. Donc, moi j'ai un écho. Voilà, je n'ai plus d'écho. Non, ça va. Là, ça fonctionne. Donc, je pense que tout le monde a éteint son micro. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance d'information concernant le programme d'action mobilité. On se retrouve après quelques mois d'absence. Mais donc, la plupart des participants à cette rencontre connaissent déjà le PAM, le programme d'action mobilité. D'autres nous ont rejoints, à mon avis, depuis le mois de mars, voire le mois d'avril. Donc, on va faire le point de la situation ce soir. C'est une réunion qui est organisée de façon hybride, puisqu'elle est en partie en présentiel, avec des participants aux ateliers qui étaient présents et qui sont présents ce soir, et en partie en ligne. Alors, j'espère que tout va bien se passer d'un point de vue technique, et normalement, ça devrait fonctionner. Mais si jamais il y a un quelconque souci, j'espère que vous serez indulgents. Merci à tous, en tout cas déjà, de prendre part à cette rencontre. Avant de passer la parole à Monsieur Léchevin de la mobilité, je vais tout d'abord vous expliquer un petit peu quel est le déroulement de la rencontre, comment ça va se passer, quel est le timing qu'on vous propose. On va revenir, Monsieur Dacamara Gomez va faire l'introduction et revenir sur les grandes lignes du programme d'action mobilité que vous connaissez déjà, donc je pense qu'on va pas rentrer dans le détail, mais vraiment brosser les points clés du programme d'action mobilité. Je vais ensuite reprendre la parole pour rappeler quelle est la dynamique participative qu'on a souhaité mettre en place dans ce parcours. On est à mi-chemin finalement de cette démarche, et donc c'est important de pouvoir le rappeler. Et le gros du morceau sera la présentation finalement des synthèses des ateliers thématiques qu'on a eus. On s'est rencontrés dans le cadre d'ateliers thématiques qui portaient sur 3 thématiques, finalement 9 fois. Donc on a quand même assez bien de matières qui ont été brassées par les différents participants, c'était très riche. Et donc vous allez voir que ici j'ai 40 minutes pour balayer 18 heures de réunion. Et donc ça, à mon avis, il faut couper le son, je ne sais pas d'où vient le son qu'on entend, mais c'est dans les haut-parleurs. Voilà, j'ai un écho, mais donc je crois que non, ça va aller. Donc je vais vous livrer évidemment les mots-clés de ce qui s'est dit pendant ces ateliers. Un rapport a été réalisé et il est mis en ligne. Il sera mis en ligne dès ce soir, donc vous pourrez le parcourir. Je vous invite à aller, puisqu'il est assez conséquent, je vous invite d'aller retrouver directement les informations qui vous intéressent en fonction des thématiques qui vous intéressent. Mais donc ne soyez pas surpris de ne pas retrouver l'intégralité des éléments qui ont été échangés, même si j'ai quand même essayé d'être exhaustif. Et ensuite, je passerai la parole à Monsieur Gossiou, donc qui représente le bureau d'études Ariès, qui va faire l'état de la situation, enfin de leur mission également, qui est d'accompagner l'élaboration du PAM d'un point de vue de l'expertise qu'ils peuvent avoir en termes de mobilité. Et nous aurons ensuite un échange de questions-réponses donc avec le public. Et donc les personnes qui nous suivent en ligne, je pense que vous connaissez le système qu'on avait mis en place déjà au mois de mars avec un système de questions-réponses que vous pouvez utiliser. Et donc, j'ai une collègue, Céline, qui est à côté de moi et qui nous accompagne pour identifier les questions qu'on pourra ensuite échanger ensemble en direct à ce moment-là. Et je terminerai évidemment par les suites qu'on va donner à cette démarche et vous expliquer comment on peut participer pour la suite. Mais sans transition, je vais donner la parole à Monsieur Léchevin de la mobilité pour le mot d'introduction. Et alors, vous pouvez vous-même faire suivre. D'accord, ok. Voilà, bonjour, bienvenue donc dans cette, à la fois ici en présentiel parmi nous et à la fois derrière les écrans. Donc, ce que nous nous apprêtons à faire, c'est lancer donc la deuxième phase d'un panel citoyen. Donc, nous avons déjà fait une première phase qui concernait la dimension thématique et maintenant nous allons entrer dans les sujets. Alors, de quoi parle-t-on? Nous parlons d'un programme d'action mobilité que nous avons donc soumis à l'élaboration via un panel citoyen. Donc, on ne part pas d'une feuille blanche parce que sinon on passerait vraiment énormément de temps à discuter, mais on part d'une pièce à casser. Et donc ici, ce que nous avons, c'est si vous voulez, le processus. Vous voyez que nous avons commandité deux
sociétés, une spécialisée dans la participation espace-environnement, une spécialisée dans l'expertise en matière de mobilité, Ariès. Et donc, nous avons dans un premier temps démarré le processus avec sur les thématiques en travaillant sur les modes actifs, les transports en commun et les véhicules personnels. Et puis, nous avons modifié en partie déjà le contenu, le cadre, la structure du PAM en tenant compte des remarques à la fois d'Ariès, à la fois des réunions du panel. Et nous sommes maintenant juste avant le démarrage de la phase 2 qui, lui, va plutôt se consacrer à des réflexions spécifiques. Donc, on va parler du plan de circulation dans le centre d'Autigny, l'aménagement de la chaussée de la Croix et le plan de stationnement. Et quand tout cela, parce que là, il manque peut-être une petite étape, c'est quand tout cela sera rédigé, on le passera sans doute, évidemment, au conseil communal pour acter le contenu de ce programme d'action mobilité avec le conseil. Et puis après, il s'agira de mettre en œuvre. Et donc, la mise en œuvre de ce programme d'action peut s'étaler maintenant sur plusieurs années, puisque si on doit retravailler des voiries dans le sens d'Autigny, les voiries que vous avez de l'avenue des Combattants, par exemple, elle a été terminée, elle a été refaite dans le, j'aime bien l'expression, dans le début de ce siècle. Donc, entre grosso modo 2000, je crois 2005-2006, on a commencé, et puis ça s'est étalé jusqu'à presque 2017-2018. Toute la fin au rond-point. Donc, les mesures qui comprendraient sur ces voiries, ben, ça va de nouveau reprendre de nombreuses années. Donc, voilà. Donc, il faut quand même imaginer que la mise en œuvre s'étalera après. Donc, on fait un gros travail d'investissement et puis après, ça va guider nos investissements pendant plusieurs années. Alors, de quoi parle-t-on? Ben, d'un programme d'action en mobilité qui n'est donc pas un plan, hein, ce n'est donc pas un document réflexif, c'est pas un document planologique, c'est pas un plan de mobilité, au contraire, c'est un plan d'action, c'est une série de mesures que nous essayons de réaliser pour justement essayer de rencontrer les diagnostics et les conclusions de différentes analyses planologiques qui ont été faites à travers le temps. Et donc, le plan régional de mobilité qui est le plus ancien, le plan provincial de mobilité, les plans le plan communal de mobilité, bien entendu, le plan communal cyclable. Alors là, l'ACPM, je ne sais absolument plus ce que c'est. Ah, c'est l'actualisation. L'actualisation, bah oui, je suis bête, c'est forcément l'actualisation du plan communal de mobilité pour Louvain-la-Neuve. Oui, évidemment. Mais franchement, ça fait depuis tout à l'heure, je me dis, c'est quoi encore cet ACPM? Bref. Et puis, il y a eu également le master plan de la gare d'Autigny en plusieurs phases, hein, parce que la réalisation du master plan en 2011 nous a demandé beaucoup de réflexion à nous, à SNCB, au TEC, etc. Mais aujourd'hui, la réflexion sur la gare a encore amené de nouvelles réflexions en matière de mobilité. Et on a de nouveau dû affiner, on a de nouveau demandé des chiffres, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous permet de bien comprendre Autigny. Et donc, toutes ces nombreuses études ont également été complétées parce que chaque fois qu'il y a un projet d'envergure en matière d'urbanisme, eh bien, sol, PCAR, etc., il y a chaque fois souvent des rapports d'incidence environnementaux dans lesquels il y a un volet mobilité, ce qui fait qu'on a une masse de données qui est quand même assez importante en matière de planologie et en matière de diagnostic et de données. Et donc, c'est cela qui nous amène aussi, nous nourrit notre réflexion pour dire, bon, okay, donc les actions à mener sont celle-ci, 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 celle-là. Alors, simplement, deux éléments qui cadrent très fort aussi la réflexion. C'est d'une part la vision FAST de la Wallonie. Donc, en 2017, la Wallonie a réussi à mettre sur papier, à accoucher d'une vision en matière de mobilité à l'horizon 2030 qui est fortement inspirée des objectifs climatiques, et donc qui se collait aux objectifs climatiques, en disant il faut réussir également la transition en matière de mobilité, et donc il faut impérativement arriver à augmenter très fortement toutes les autres formes de mobilité que la voiture individuelle. Il faut que la voiture individuelle véhicule plus de personnes, plus de voyageurs, plus de passagers quand il y a un trajet en voiture. Il faut qu'il y ait plutôt qu'une personne à bord, il faut plutôt qu'il y ait 1,8 personnes à bord, ce qui fait grosso modo baisser
dans l'objectif, passer la part de la voiture individuelle de 83% à l'époque, pour des trajets à l'époque 2017, à un horizon 2030 où on voudrait que la voiture ne représente plus que 60%, ce qui est encore loin de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs climat et la neutralité climat à l'horizon 2050, parce que là, on est encore sur un projet de réduction des diminutions des gaz à effet de serre de l'ordre de 40%, qui était l'objectif au moment où on a approuvé ce plan. Aujourd'hui, le gouvernement wallon a décidé d'atteindre un objectif de 15% supérieur, d'aller jusqu'à 55% de réduction de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Donc, objectivement, cette vision devait être encore plus radicale. Hein. Donc, dans ce qui nous intéresse beaucoup, c'est que, grosso modo, la plupart des parts modales alternatives à la voiture doivent doubler dans la plupart des cas. Et par contre, pour les cyclistes, il fallait qu'elles quintuplent. Donc, il y avait 1% de cyclistes et il fallait atteindre 5% de cyclistes. Ce qui est assez ambitieux, évidemment, puisque ça conditionne toute une série d'investissements à venir, de projets d'appel à projets, etc. Et l'autre vision ou l'autre principe qui est très important et qui a vraiment guidé notre vision, c'est le principe STOP. Donc, c'est l'idée qu'en fait, il faut partir de la réflexion dans l'aménagement des projets, que ce soit les projets d'urbanisme ou les projets de réflexion de voirie. Il faut partir de l'usager le plus faible, il faut partir du piéton, et même en fait du piéton à mobilité réduite, et puis les cyclistes, et puis les transports en commun, et puis seulement il faut s'arranger pour que quelque part la voiture puisse éventuellement passer, mais c'est la dernière priorité. Donc là, voilà. Et c'est comme ça qu'en appliquant ce genre de principe, on peut essayer d'avancer. Voilà, je vous rassure, je n'en ai plus pour très longtemps. Donc, lorsque nous avons développé donc, ce programme d'action mobilité, nous avons travaillé sur 4 thématiques qui correspondaient à 4 objectifs stratégiques. Il y a une dizaine d'objectifs opérationnels qui se répartissent dans ces 4 thématiques et ça reprend à peu près 50 actions, 50 mesures identifiées. Ça, c'est la structure du programme d'action mobilité. Et donc, la première, c'est évidemment les modes actifs. On reprend donc la pyramide inversée du STOP. D'abord, les modes actifs, en commençant par améliorer la qualité des infrastructures, augmenter l'offre en stationnement pour les modes actifs. On parle donc en gros du stationnement vélo. Soutenir le développement des modes actifs. Donc ça, c'est effectivement toute une série de mesures complémentaires. Et il y a 13 actions qui permettent de réaliser ces objectifs. Alors, le deuxième thématique, c'est les transports publics avec évidemment favoriser l'usage des transports publics, avec d'une part augmenter et compléter l'offre en transport en commun et d'autre part réaliser les infrastructures adaptées. Évidemment, c'est très important également. Et il y a 14 actions qui traitent de ce sujet. Et on voit qu'en fait, le nerf de la guerre, ça va être ici, en gros, surtout. Donc, la thématique concerne les véhicules, la voiture individuelle. Donc, l'objectif, c'est d'essayer d'en diminuer l'impact et de favoriser donc le partage de véhicules, la rationalisation du parking, amélioration de la sécurité routière et une réflexion repensée le plan de circulation, notamment dans le centre de Tigny. Et là, il y a 18 actions qui permettent de réaliser les actions. Et le quatrième, c'est simplement l'intermodalité. Il y a 4 actions qui sont typiquement intermodales et qui ne rentraient dans aucun autre, évidemment, paramètre et qui donc sont en eux-mêmes une thématique. Voilà, j'en ai fini et je vous remercie. Je repasse la parole à monsieur Nicolas Rocher d'Espace Environnement qui va vous parler de la dynamique participative. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Je vais juste vous demander de couper votre micro. Parfait. Donc la dynamique participative, si vous vous souvenez, elle a démarré au mois de mars, lors d'une séance d'information, d'introduction de la démarche, je dirais, qui s'est fait qui a eu lieu le 15 mars, et qui était l'occasion de lancer une enquête par questionnaire pour lequel 67 personnes ont participé, ont répondu, et ont répondu aussi à un appel à candidature. Et donc on a 28 citoyens qui se sont mobilisés et qui se sont inscrits à la démarche et donc qui nous ont permis, dans la foulée de cette séance d'information et de cette enquête, d'organiser ces ateliers thématiques
qui se sont donc réunis 3 fois par thématique. Et donc encore un grand merci évidemment à tous les participants. Et donc cette dynamique participative, elle réunit différents acteurs dont on a déjà parlé évidemment, la ville de Tigny-Louvain-la-Neuve qui est à la manœuvre, qui est à la base de la démarche et qui au final va décider, est vraiment l'autorité qui va s'approprier toute cette démarche et qui va ensuite mettre en place un programme d'action mobilité en fonction de ce qui se sera dit ou pas, mais donc qui devra à un moment donné prendre ses responsabilités. Et donc il y a effectivement à un moment donné un arbitrage politique qui devra être fait, qui se base, comme on l'a dit, sur toute une série de recommandations qui ont été faites par des bureaux d'études à travers l'histoire de ces dernières années à Ottigny-Louvain-la-Neuve. Il y a effectivement un bureau d'études qui est ici présent, le bureau d'études Ariès, qui accompagne la ville d'un point de vue de son expertise en matière de mobilité pour mettre en œuvre ce programme d'action mobilité. Et Espace Environnement, donc que je représente, pour animer la dynamique participative d'un point de vue du volet citoyen. Et donc, les habitants et les usagers de la ville sont effectivement des participants à part entière qu'on a voulu impliquer le plus possible pour alimenter la démarche de ce point de vue citoyen. Et donc, on va vous livrer ici les synthèses au niveau des ateliers qui étaient évidemment alimentées par les conclusions notamment de l'enquête. Et accompagné aussi lors de ces ateliers par diverses institutions, divers acteurs dont on va parler aussi, qui étaient présents et qui ont mis leurs pattes quelque part dans les débats et qu'on retrouve aussi du coup dans les conclusions et dans les synthèses. Et donc je pense que là, on a vraiment l'occasion d'avoir un regard croisé. C'est vraiment ce qu'on cherche dans ce genre de démarche sur les différentes thématiques qui nous occupent. Alors, je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les synthèses des ateliers participatifs, thématique par thématique. Et donc, comme je vous l'ai dit, vous allez voir, c'est assez synthétique et ça reflète ce qui s'est dit. Je vais essayer de vous expliquer quelles ont été généralement les tendances, avec des tendances de convergence des points de vue, mais aussi parfois de divergence, et donc c'est important de le souligner. Et donc concernant les modes actifs, les débats ont tourné, et donc on n'a pas commencé dans les ateliers à parler directement du piétonnier. Les premières thématiques qu'on a voulu aborder portait sur les cyclistes, puisque c'était en fonction d'un vote qu'on a pu faire lors des ateliers qu'on a travaillé comme ceci, mais dans le respect de la démarche STOP. Et donc on s'est dit on va présenter d'abord dans un premier temps le travail et la réflexion qu'on a porté sur les piétons. Et donc une première réflexion et un premier débat portaient sur le piétonnier au centre d'Ottigny, avec comme objectif qui est reconnu, de libérer l'espace public de l'emprise de la voiture. Donc je crois qu'il y a un constat qui est assez partagé, qui est qu'effectivement la voiture occupe beaucoup de place sur l'espace public, et un premier élément qui est une base est de dire effectivement il y a lieu de travailler sur un espace sécurisé pour les piétons au centre d'Ottigny, avec un premier accord, je dirais, qui porte sur la place du centre et sur le cœur de ville, qui sont vraiment les deux lieux communément admis comme étant les endroits où un piétonnier peut effectivement se mettre en place, et donc probablement aussi une extension qui peut porter sur les espaces entre ces deux places, notamment le boulevard Martin par exemple, avec comme objectif d'y apporter des aménagements qualitatifs et conviviaux, et de réfléchir aux accès des différents modes, donc pas uniquement le piéton, mais aussi les livraisons, les embarquements, et avoir une réflexion sur le stationnement. C'est bien beau de parler de piétonniers, mais il faut quand même aussi qu'il existe des poches de stationnement à proximité immédiate pour les riverains, pour les clients des commerces, etc. Et donc il doit y avoir une réflexion globale et générale sur ces aspects-là. Et toute cette réflexion doit aussi être intégrée dans la démarche qui existe en ce moment par rapport au PCAR, donc le plan communal d'aménagement révisionnel, et le SGA, excusez pour les acronymes, donc le schéma général d'aménagement du centre d'Ottigny. Donc des réflexions qui sont en cours et qui doivent intégrer tous ces aspects-là. Un débat à porter également sur une alternative, un plan B au piétonnier. Si un piétonnier n'est pas envisageable, eh bien un plan B pourrait être les rues résidentielles, donc des rues à 20 km/h qui, du coup, constituent un espace partagé
entre les différents modes et qui nécessite un réaménagement global de la voirie de façade à façade. Et donc, on est ici sur effectivement des aménagements relativement lourds, mais qui sont envisageables en centre-ville. On a assez bien discuté du piétonnier, mais pour aller plus loin, les participants nous disaient mais c'est important aussi d'envisager la situation des piétons finalement sur l'ensemble du territoire et donc pas uniquement dans le centre. Et donc les aménagements des cheminements piétons du centre vers les quartiers et les villages et entre quartiers et villages entre eux sont aussi essentiels. Et donc là, il y a un enjeu à identifier effectivement quels sont les cheminements piétons intéressants ou qui posent problème. Et donc de là, on a pointé différents points noirs et là, j'en mentionne un ici, on aura l'occasion d'en reparler, qui est le pont de l'Europe. Qui est effectivement un goulot de circulation et qui gêne effectivement le cheminement des piétons dans le centre de Tigny. Donc vous voyez que c'est assez synthétique, mais c'est évidemment un peu plus complet dans le rapport et je vous invite évidemment à le parcourir également. Un autre point qui a été abordé et qui apparaît dans le programme d'action mobilité, c'est l'accès aux piétonniers de Louvain-la-Neuve. L'accès aux piétonniers de Louvain-la-Neuve, c'est et donc la circulation évidemment sur la dalle, c'est un élément qui est ressorti également de l'enquête qu'on a pu réaliser et qui explique en fait qu'il y a des conflits entre les différents usagers sur cette dalle, et donc qui a été l'occasion effectivement de débats au sein du groupe. Alors la circulation des cyclistes est clairement indiquée. Il y a un intérêt des cyclistes à passer par l'hypercentre de Louvain-la-Neuve pour rejoindre les différents quartiers, et donc la question portait sur comment faire cohabiter justement ces différents modes. Et donc différentes idées ont émergé qui doivent pouvoir être étudiées, notamment la question de limiter l'accès à certaines heures, des heures de grande fréquentation piétonne sur la dalle, où effectivement les cyclistes pourraient être déviés de leur trajectoire ou invités à mettre le pied à terre, à montrer éventuellement des parcours alternatifs qu'on pourrait identifier et qui devraient être balisés, voire créer des pistes cyclables sur la dalle. Donc, vous voyez ici une série de propositions qui peuvent être faites pour atténuer le conflit qu'il peut y avoir entre les différents modes. Et donc, ce sont une série de choses comme ça qui apparaissent également dans le rapport, des idées qui sont émises, qui sont discutées, qui sont parfois, voilà, qui forment une forme de consensus et qu'on peut retrouver dans le rapport. Un autre élément qui a été abordé, ce sont les barrières d'accès à la dalle, qui ont pour vocation évidemment d'empêcher les voitures de circuler et de s'engager sur la dalle, mais qui du coup forment effectivement une barrière également pour les vélos, notamment les vélos avec remorque, les vélos cargo, qui du coup ont un obstacle à franchir pour pouvoir accéder à la dalle ou en sortir. Et donc, ici, l'idée, c'est de réfléchir sur ces points spécifiques d'accès à la dalle, et notamment, par exemple, la rampe pour arriver de Tigny vers Louvain-la-Neuve, la rampe entre le lac et la Grand Place, qui est jugée relativement étroite et qui pourrait, par exemple, être élargie. Une réflexion également concernant les livraisons. Et là, il y a effectivement une réflexion qui porte sur un système de services logistiques, cyclo-logistiques, pour que les livraisons effectivement se fassent autrement que par camion. Il y a apparemment assez bien de camions, voire de plus en plus de camions sur la dalle, et donc il y a un problème effectivement à ce niveau-là. Voire une autre proposition qui est de réaliser une cartographie GPS officielle pour les quais sous la dalle. Donc c'est vraiment une question d'organisation de la circulation des camions pour ne pas aller sur cette dalle. Concernant les liaisons cyclables, on est parti des axes structurants en termes de circulation vélo et de ce qu'on a appelé le Ravel, qui est en fait un corridor cyclable qui est en cours d'aménagement, en tout cas de réflexion, entre la gare de Seyroux et la gare de Tigny. Je ne me trompe pas, c'est bien ça. Et donc, qui est effectivement considéré comme un axe structurant qui doit pouvoir organiser la circulation cyclable tout autour. Et donc, ce point-là est, je pense, communément admis, avec un point d'attention sur la cohabitation entre les piétons et les cyclistes sur ce parcours de quelques kilomètres, qui est annoncé d'une largeur de 4 mètres. Et donc, une proposition était de dire pourquoi est-ce qu'on n'envisagerait pas, du coup, s'il y a 4 mètres de large pour ce corridor cyclable, mais d'y organiser une cohabitation entre les cyclistes d'un côté et les piétons de l'autre.
À partir de là, la réflexion portait sur quels sont les itinéraires cyclables qu'on doit utiliser pour aller desservir les différents quartiers et les différents villages. Et une image dans le débat est arrivée de faire la part des choses entre le lièvre et la tortue. Alors, je vous explique. C'est vraiment l'idée de dissocier, ou en tout cas de distinguer deux types de cyclistes, deux comportements. Le lièvre étant le cycliste au quotidien qui a besoin d'être efficace et d'aller à l'essentiel, et qui aura tendance à prendre les grands axes de circulation parce qu'il n'a pas froid aux yeux et il a envie d'y aller. Et la tortue qui est plutôt l'image de la personne qui n'est pas nécessairement à l'aise, ou la famille qui prendra éventuellement plus de temps et qui préférera prendre des chemins de traverse qui seront plus sécurisés et qui vont du coup moins vite à l'essentiel et qui seront moins rapides. Et donc la réflexion portait sur comment combiner, compléter les grands axes de circulation que les cyclistes veulent pouvoir utiliser et ce qu'on appelle les leviers dans le PAM, c'est-à-dire les chemins un peu détournés qui permettent d'atteindre aussi les zones d'activité. Et donc, une réflexion qui portait sur la zone 30, qui était portée par le groupe, qui était de dire, envisageons une zone 30 généralisée, qui permettrait d'atténuer le conflit entre les cyclistes et les voitures en zone 30, mais qui s'accompagne aussi par endroits d'un panneau F99 qui permet du coup aux cyclistes de choisir entre une piste cyclable, par exemple la piste cyclable qui se trouve sur la rue des Combattants, qui est aujourd'hui obligatoire et qui pourrait du coup être choisie à l'envi par le cycliste, soit d'être sur la chaussée, soit sur la piste cyclable. Donc une zone 30 généralisée accompagnée d'un panneau F99 sur certains axes. Et enfin, différentes liaisons cyclables qu'on a abordées. Alors, je n'ai pas repris le détail ici sur la diapositive, mais qui permet de rejoindre différents quartiers et différents villages de l'entité. Du Petit-Riz vers le centre, du centre vers la gare, du centre vers Wavre, vers Louvain-la-Neuve. Et donc, vous retrouverez dans le rapport les différentes propositions qui ont été faites par le groupe. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait vraiment très long, mais où il y a différents axes et différentes voiries qui ont été identifiées comme des voiries pertinentes et potentielles pour réaliser ces cheminements. Alors, on a abordé aussi la question des parkings vélos sécurisés et collectifs dans le centre et dans les quartiers, sachant que c'est effectivement deux choses différentes, donc on va essayer de faire la part des choses. Dans le débat et dans la discussion avec le groupe, le point de départ, et c'est vrai que ça ressortait assez bien dans l'enquête, c'était les vols de vélos. Effectivement, il y a une problématique des vols de vélo et quand les participants nous expliquent, voilà, on a choisi d'utiliser le vélo pour se déplacer, on a parfois investi des sommes importantes dans ce vélo, c'est devenu notre unique moyen de locomotion. Or, un vol, ça peut arriver facilement, ça peut se faire de manière même très organisée. On nous a raconté des anecdotes assez impressionnantes là-dessus. Or, c'est un petit peu une catastrophe pour les gens effectivement qui se voient voler leur vélo. Et donc il y a un enjeu réellement pour avoir des infrastructures adaptées pour contrer effectivement ces vols de vélo et évidemment un travail de répression des vols qui doit accompagner la démarche. Et donc on a réfléchi sur l'identification d'infrastructures adéquates en fonction du besoin. Et donc pour par exemple du stationnement en longue durée, l'idée, c'est de travailler sur des aménagements fermés, donc des locaux fermés, pour des stationnements de plus ou moins longue durée, sans visibilité, de travailler avec des arceaux couverts et surveillés. Pour des déplacements de courte durée, donc des stationnements de courte durée avec visibilité, on travaillerait sur des arceaux. C'est par exemple le cas d'un commerce. On va fréquenter un commerce, on est là pour 20 minutes, on a un arceau, on peut fonctionner comme ça. Les participants nous disaient par exemple que certains commerces utilisent et mettent en place des pinces-roues qui est vraiment proscrit par la plupart des participants qui nous disent on ne veut plus entendre parler de pince-roues comme stationnement vélo. Et du coup, on arrive à la conclusion qu'il y a au fait toute une série de partenariats qui doivent être mis en place avec les commerces, de sensibiliser les commerçants sur effectivement quelle est la bonne manière si on veut aider les cyclistes à se stationner. Le pince-roue, il vaut mieux ne pas l'envisager. Les écoles également, les écoles peuvent envisager clairement de mettre en place un système de parking vélo au sein des écoles. Les pôles d'activité sportive
quand on va par exemple au Bloquerie, peut-être que l'infrastructure peut être mise en place pour que les vélos soient sécurisés à l'intérieur de l'infrastructure et pas en dehors. Ou les infrastructures culturelles également. Et donc il y a des partenariats à envisager pour pouvoir voilà, essayer de trouver la meilleure solution en termes de stationnement. Et du coup, ici, pour des stationnements en termes d'activité. On n'est pas dans du résidentiel. On est sur je me stationne parce que je vais à une activité, que ce soit dans le centre ou ailleurs, mais pour avoir une activité. On a ensuite envisagé la question du parking résidentiel. Et là, toute la question se pose sur quels sont les quartiers, les rues pour lesquelles, effectivement, les habitants n'ont pas, dans leur logement, de possibilité de stationnement. Et donc, il existe des box à vélo. On voit ça de plus en plus se développer dans les villes. Est-ce qu'il est envisageable, dans certains quartiers, dans certaines rues, de mettre en place des box à vélo résidentielles pour lesquelles, alors, il faut envisager toute une gestion de prêt, en fait, de location de box à des particuliers qui y auront accès. Et donc, comment envisager cette attribution? Est-ce qu'il devrait y avoir des critères d'attribution pour permettre aux gens, effectivement, en fonction de leurs besoins, de pouvoir y participer? De manière générale aussi, l'idée qu'il faut augmenter le nombre de parkings vélos. On le voit dans certains projets, par exemple dans le projet de la gare, il y a un certain nombre de parkings vélos qui sont prévus. On parle de 600 places de parking vélo. Pour certains participants, c'est pas assez. De manière générale, il faut augmenter le potentiel de parking vélo et pour atteindre, pour certains, un équilibre entre le nombre de parkings vélo et le nombre de parkings voitures. Donc, tout ça sont des choses assez ambitieuses, mais vers lesquelles il faut aller pour améliorer le confort des cyclistes. Et pour terminer sur le mode actif, un gros volet sur des actions de sensibilisation. Alors, on l'a mis ici sur le mode actif, mais on voit qu'en fait, il y a un travail de sensibilisation à faire de manière globale, de manière générale et transversale, et pas uniquement par rapport à la situation des cyclistes, mais vis-à-vis de tous les usagers, les piétons, les cyclistes, les transports en commun et les usagers, les utilisateurs des voitures. Tout le monde doit pouvoir être sensibilisé à l'existence des autres modes et la cohabitation qu'il faut pouvoir faire ensemble. Et un premier point qui est un gros volet qui a été identifié, qui est la communication. En fait, des tas de choses existent, des tas de choses sont disponibles, des services existent, simplement il faut valoriser ce qui existe. Et donc il y a un gros travail de communication à faire. On est parti d'un exemple qui est tout simplement le site internet de la ville de Tigny-Louvain-la-Neuve. Il y a peut-être un travail de reformulation, de restructuration de l'onglet mobilité du site internet de la ville. Et donc pour présenter au mieux, et par exemple suivant le principe STOP, donc les piétons, les cyclistes, les transports en commun, suivant cette hiérarchie-là, le site internet de la ville de Tigny-Louvain-la-Neuve. Faire de la pub, faire de la méga pub, on nous a dit aussi, aussi pour redonner une légitimité au mode actif. Quelque part, par exemple sur le site de la ville, l'onglet piéton, et je pense qu'il est dans l'onglet tourisme. Enfin, c'est à vérifier, mais ça a été dit. Et le cycliste est parfois considéré comme un randonneur, un promeneur. On parle de tourisme, on parle de loisirs. Or non, ici, il faut redonner une légitimité comme mode actif, comme mode au quotidien, de transport au quotidien. Un travail également à faire sur la signalétique, donc sur le terrain, pas uniquement en ligne sur le site internet, mais aussi sur le terrain, pas uniquement pour les voitures, mais pour l'ensemble des usagers. Et alors un travail aussi de communication à faire tout simplement pour communiquer avec le service travaux. Donc il existe évidemment une adresse email du service travaux qu'on peut utiliser quand on veut signaler un problème, quand on veut signaler un couac qu'on voit au quotidien sur la route, un nid de poule ou un problème dans son parcours au quotidien. Et donc on peut utiliser cette adresse email. Le principe STOP à mettre en avant, je l'ai dit, mais donc effectivement, dans les communications qu'on fait, par exemple, par rapport à un centre d'activité pour communiquer sur comment accéder à ce lieu, eh bien, utiliser le principe STOP pour d'abord vendre, entre guillemets, l'accessibilité piéton, cyclable et terminer par la voiture. Également pour les événements, c'est faisable aussi pour les événements. Un gros travail de sensibilisation donc, mais qui peut aussi, à un moment donné, basculer vers de la répression.
On nous a beaucoup parlé d'incivilité et donc un gros travail à faire en termes de répression et quels sont les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir avoir effectivement une répression plus efficace des incivilités. Un outil efficace également, le témoignage. Ça nous a été dit par essentiellement 2 personnes qui nous disaient, mais voilà, nous, en tant que cyclistes, par exemple, on a un parcours et une expérience qu'on veut témoigner, qu'on veut pouvoir témoigner pour expliquer finalement aux gens que c'est possible, que c'est envisageable, que c'est faisable de circuler sur le territoire à vélo et qui sont prêts à témoigner et qui sont convaincus de la force du témoignage pour faire évoluer effectivement les mentalités. La mobilité scolaire comme terrain de sensibilisation, je pense que c'est assez clair aussi, et j'aurai l'occasion de revenir sur la question de la mobilité scolaire, mais donc effectivement pouvoir passer par les enfants pour sensibiliser les parents, en tout cas passer par la mobilité en milieu scolaire pour sensibiliser les familles à se déplacer autrement qu'en voiture. Alors ça passe par le brevet cycliste qu'on peut envisager en 5e primaire, ça passe aussi par la réflexion concernant les bus scolaires, un ramassage scolaire qui se fait à moins de 1 km d'une école, est-ce que c'est pertinent? On a eu ce genre d'échange, ce genre de réflexion, donc ça peut aussi être discuté et élaboré de toute façon concerté et en partenariat forcément avec les directions d'école, avec les parents, etc. Et donc renforcer les partenariats, comme je l'ai dit, et valoriser ce qui est disponible. On a eu l'occasion ici, comme je vous l'ai dit, d'échanger avec des associations, notamment Tous à pied, qui participaient aux ateliers et qui sont disponibles et qui ont un savoir et qui ont des techniques et voilà, tout un bagage à disposition qui peuvent être mobilisés pour faire avancer un petit peu toutes ces thématiques. Même chose pour ce qui est de prêt et location de vélo. Il existe une série de choses, des prêts, des locations de vélos à assistance électrique, de vélos cargo. Tout ça existe, notamment par ProVélo, mais aussi la province. Et donc, il y a lieu là d'inventorier les services qui sont disponibles pour les faire connaître et évidemment valoriser du coup ces services. Également pour les primes, puisqu'il existe des primes et donc on peut mieux communiquer sur ces choses-là. Une action qui a été évoquée aussi, qui est l'action Un vélo pour 10 ans, qui existe dans certaines villes, apparemment pas sur le territoire ici, mais qui pourrait être mis en place, qui est en fait d'acheter un vélo à un moment donné, lorsque l'enfant est en bas âge, mais qui ensuite peut être échangé par un autre sans nécessairement racheter un nouveau vélo. On fait simplement un échange pour suivre l'enfant jusqu'à 10 ans. Et donc voilà, ce sont des choses qui peuvent être mises en place et qui pourraient être accompagnées, notamment dans le programme d'action de mobilité qui prévoit des actions de sensibilisation. Concernant les transports en commun, je regarde ma montre et l'heure qui tourne. Concernant les transports en commun, le groupe a travaillé sur toute une série de réflexions, notamment la zone tarifaire unique, qui est un élément qui se trouve dans le programme d'action mobilité, avec une première réflexion qui portait sur la zone. De quelle zone est-ce qu'on parle? Et l'identification de ce qu'on a appelé le tripôle, qui est très pertinent à l'échelle du territoire, qui est le triangle Ottignies-Louvain-la-Neuve-Wavre. Donc, c'est pas uniquement la liaison Ottignies-Louvain-la-Neuve, mais également Wavre. Et donc, peut-être un travail de restructuration, de réflexion en tout cas sur l'échelle de ce tripôle, de ce triangle avec ces 3 villes. Et un travail de réflexion sur la simplification tarifaire. Donc, l'objectif, évidemment, c'est de faciliter l'usage des transports en commun et donc simplifier le plus possible l'accès aux transports en commun. Et la réflexion aujourd'hui au sein du texte, c'est d'avancer vers une suppression tout simplement des zones qui sont relativement compliquées aujourd'hui et d'avancer vers une suppression de ces zones. Une réflexion sur l'intégration en tech SNCB, ça veut tout simplement dire finalement d'avoir un ticket unique pour pouvoir utiliser tant le bus que le train. Ça existe ailleurs. Il y a par exemple le Brupass à Bruxelles. Apparemment, il y a eu un développement qui a pris énormément de temps pour pouvoir mettre en place ce service. Et donc, ça prend du temps. Ça, c'est un frein. Mais il y a des exemples qui existent et qui montrent que c'est faisable d'envisager ces choses-là. La K-Cart existe à la SNCB et la réflexion du tech avance, elle, vers une tendance vers la gratuité. Vers la gratuité du service, ce qui rendrait évidemment, ce qui résoudrait une partie du problème.
Et donc, effectivement, aussi une réflexion sur les tarifs préférentiels et les promotions qu'il faut pouvoir promouvoir. On n'est pas nécessairement tous au courant de ce qui existe. Et donc là, je reviens sur le volet communication qui est important à utiliser et à rendre le plus efficace possible pour toucher le plus grand nombre. Une réflexion sur la restructuration de l'offre. Donc là, c'est un point à l'ordre du jour qu'on a utilisé et qu'on a nommé comme ça et qui reprend en fait toute une série, enfin, je pense essentiellement 3 actions du PAM qui sont concernées et du coup voilà, qui vise à réfléchir sur la desserte de transport en commun au sein du territoire. Et un premier point de vue qui était partagé, qui était de dire que la desserte du territoire est quand même assez bonne et assez importante sur le territoire. Il y a quand même une série de lignes qui desservent le territoire et qui sont quand même assez importantes et qui sont accompagnées, soutenues par des services entre guillemets plus petits, notamment le Proxibus et le tech à la demande qui complète du coup l'offre qui est disponible du tech en ce moment. Le triangle Ottignies-Louvain-la-Neuve-Wavre refait surface et donc plusieurs lignes relient ces pôles, mais la question est de dire pourquoi est-ce qu'on n'envisagerait pas une ligne renforcée qui tourne en boucle au sein de ces trois pôles et qui pourrait du coup être assez performant, avec une attention particulière apportée sur les correspondances avec le train. En l'occurrence, aujourd'hui sur le territoire, les correspondances ne sont pas nécessairement toujours évidentes entre le tech et le train, et donc une attention particulière doit être portée là-dessus pour avoir accès au train. Et le transport à la demande, qui a aussi fait l'objet d'une discussion et qui est très pertinente pour compléter l'offre, notamment concernant le vide en soirée. Et donc une discussion à porter sur, par exemple, l'offre culturelle, que ce soit à Louvain-la-Neuve ou à Ottignies, mais qui pourrait être facilement rencontrée par une offre de transport en commun à la demande. Et donc les soirs, par exemple, où il y a une pièce qui se joue au théâtre à Louvain-la-Neuve, d'affréter, d'organiser, entre guillemets, ce service de tech à la demande. Et une réflexion sur la ligne 17 à réorganiser. La ligne 17 a un profil un petit peu particulier, pas très très structurant, mais qui dessert l'hôpital. Et étant donné le déménagement de l'hôpital, là, il y a une réflexion à venir sur l'avenir justement de cette ligne 17 qui devrait être restructurée. Corrigez-moi si je me trompe, hein. Je pense que je vais assez vite et je rentre quand même finalement dans le détail, mais si je dis des bêtises, corrigez-moi. On a eu aussi l'occasion de discuter sur le plan de circulation au centre d'Ottignies, et qui est envisagé d'une certaine manière à un moment comme une boucle à sens unique avec des sites propres bus, des taxis et vélos. C'est comme ça qu'on l'a présenté. En tout cas, le principe de départ est de canaliser la circulation automobile pour dégager l'espace nécessaire au transport en commun et au mode actif. Et ce point de vue-là est partagé par les participants avec la reconnaissance du fait que, effectivement, cette boucle et cette canalisation de la circulation automobile encourage un report modal. Ça facilite effectivement la circulation des transports en commun et on peut espérer aussi des modes actifs. Donc un report modal, mais qui doit être porté par le plus grand nombre. Ça veut dire que l'ensemble des habitants d'Ottignies, Louvain-la-Neuve et des usagers doivent pouvoir reconnaître l'intérêt de cette démarche, et évidemment il doit y avoir un portage et un arbitrage politique de cette démarche. Ça demande aussi forcément de restructurer complètement le centre, d'avoir une réflexion sur l'ensemble du centre et notamment par, comme on l'a dit, le schéma général d'aménagement du centre qui doit être repensé en intégrant effectivement cette réflexion sur le plan de circulation, avec notamment une revalorisation de la rue du Monument qui doit être envisagée pour que effectivement tout le monde puisse se retrouver et pouvoir bien vivre entre guillemets cette proposition. Il y a eu également, et je crois que on s'est rendu compte que c'était pas le moment d'avoir cette réflexion-là, un questionnement sur les sens de circulation. Comment bien faire cohabiter effectivement les techs en site propre et les voitures qui seraient alors en sens unique. Concernant le projet de la gare d'Ottignies, il faut savoir que lors des ateliers au mois de juin, il y a eu une séance d'information sur la présentation du nouveau projet de la gare d'Ottignies, et donc on a eu l'occasion de combiner entre guillemets les deux moments d'échange. On a eu une série de questions concernant le chantier qui est
qui est en cours, qui existe, et donc la circulation des engins en ce moment, la propreté de la voie, donc vraiment toutes ces questions très spécifiques concernant les chantiers de la gare de Tigny, et donc aussi une communication qui doit avoir lieu vers les riverains, mais qui peut aussi avoir lieu vers le service travaux pour faire remonter éventuellement des problèmes qui seraient rencontrés. La passerelle cyclopiétonne qui est remis en débat, en discussion, et qui confirme tout l'intérêt qu'on peut avoir pour effectivement une infrastructure de ce type-là. Et donc la ville, il y a une volonté de la ville effectivement d'envisager cet outil-là, cette passerelle cyclopiétonne, à voir comment effectivement ça peut être financé. Donc on a eu l'occasion d'en parler également. Une réflexion sur la gare des bus qui a été aussi mis en avant. La circulation, par exemple, dans les deux sens des bus qui est jugée dangereuse. La gare qui a finalement une grande emprise au sol au niveau des quais. Et donc, la question était de savoir s'il était possible de restructurer éventuellement, de voir comment on pourrait gagner de la place par rapport à cette gare de bus qui est quand même assez importante devant la gare. Et donc, toute une réflexion sur la question du stockage des bus. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais il y a des questions qui se sont posées et qui se posent là-dessus, c'est comment faire pour un bus qui est en attente à un endroit ne soit pas au milieu de la gare, là où effectivement on voudrait pouvoir circuler. Donc les bus en pause et les bus qui sont à un arrêt de bus sont deux choses différentes. La question des correspondances Tech SNCB et du Kiss and Ride. Donc j'en ai un petit peu parlé, la correspondance Tech SNCB. Donc on l'a dit, 1 minute compte quand on doit faire une correspondance. Et donc le parcours piéton entre un quai de gare et un quai de bus sont déterminants, et tous les obstacles doivent vraiment être minimisés le plus possible pour pouvoir être efficaces. La question des quais qui sont couverts, qui pourraient l'être plus, et donc la question est posée, et la question des procédures. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, je ne sais pas si le permis n'est pas déposé, l'enquête publique n'est pas annoncée. Le permis est déposé. Voilà, ok, très bien. Donc la procédure suit son cours, mais effectivement, on est c'est pour les mois à venir, quoi. Concernant la gare de bus de Louvain-la-Neuve, et donc même genre de réflexion concernant le mode de fonctionnement et l'emprise au sol de la gare, sachant que certains points d'intérêt sont peu desservis, par exemple le Bloquerie, mais aussi par exemple la gare de Louvain-la-Neuve. C'est la particularité de la gare de bus, c'est de ne pas être connecté avec la gare de train. Et donc comment faire pour améliorer effectivement le service et donc éventuellement avoir des arrêts par exemple à la gare et un stockage de bus ailleurs, puisque la question de la place et de l'emprise de cette gare de bus est quand même assez importante. Et donc une réflexion également concernant la configuration des quais. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On a eu l'occasion aussi de débattre et de discuter sur l'intermodalité aux arrêts de bus. Et donc là, l'objectif, c'est évidemment d'améliorer le confort des usagers et donc les services disponibles aux arrêts de bus. Et donc là, il y a un travail qui va être fait par la ville qui est envisagé d'identifier et d'inventorier les arrêts de bus prioritaires et de réfléchir sur l'amélioration de la qualité de ces arrêts de bus. Là, il y a un petit parallèle qui est fait avec les mobipôles, les mobipoints qui sont envisagés au niveau de la région et au niveau de la province. La volonté de la ville sur le territoire, c'est d'avoir des mobipoints à l'échelle des quartiers. C'est d'effectivement multiplier ces différents points à partir des arrêts de bus pour avoir toute une série de services disponibles, évidemment des parkings, un kiss and ride, des parkings vélos, éventuellement un service de poste là, voilà, une consigne, pardon, voilà, merci, qui pourrait être disponible. Donc on a abordé ces différents points avec l'objectif aussi de faciliter la vie des usagers, et donc par exemple s'il y a des services, c'est d'avoir des services qui sont cohérents et qui sont les mêmes aux différents endroits, et pour éviter de multiplier par exemple les abonnements qu'on pourrait avoir à un service de voiture partagée ou un autre en fonction des différents endroits. Et donc là il y a un travail à faire d'homogénéisation sur l'ensemble du territoire, ce qui n'est pas évident à faire puisqu'on travaille à partir de marchés publics notamment pour certains aspects, et donc c'est important à prendre en compte. Les parkings vélos aux arrêts, il faut savoir qu'il y a des subventions qui existent qui vont de 80 à 100%, donc subvention des techs, et donc là il y a un enjeu, en tout cas une volonté de pouvoir mobiliser ces ressources-là pour améliorer effectivement ces services, sachant qu'on parle à ce moment-là soit de box, soit d'arceau.
Et ce sont de nouveau des choses très différentes. Les box demandent de la gestion. Il y a quelqu'un qui doit gérer l'accès aux box. Et donc, toutes ces questions doivent être envisagées. Et l'amélioration du confort des personnes qui attendent leur bus, et donc par exemple avoir un arrêt de bus couvert en cas d'intempérie, mais aussi de l'ombre, simplement par exemple en période estivale, avoir un coin d'ombre, éventuellement un arbre à proximité, ce sont des choses qui sont importantes également. J'en arrive à la troisième partie de ma présentation sur l'usage de la voiture individuelle. Et donc un premier débat qui portait sur le plan de circulation qu'on a pu débattre avec les différents participants. Et un premier élément qui est ressorti et qui est unanimement reconnu, c'est évidemment, et comme on l'a dit déjà, une vision globale pour le centre-ville. Ça demande effectivement d'avoir une vision sur quel est ce schéma d'aménagement, ce schéma général d'aménagement du centre-ville qu'on veut et qui doit être réfléchi à l'échelle du centre-ville, et qui doit intégrer, comme on l'a dit, le concept de piétonnier. Intégrer évidemment le concept également de zone 30 dans cette vision globale. Une attention aussi d'un effet pervers qui pourrait être imaginé, d'avoir un transit parasite qui serait du coup projeté dans les quartiers avoisinants. Il faut éviter effectivement les effets pervers dans les quartiers avoisinants, le Petit Riz, etc. On connaît les possibilités, les risques qu'il pourrait y avoir d'avoir ce trafic de transit parasite pour éviter entre guillemets le centre et donc le contourner. Donc il faut faire attention aussi à cet aspect-là. Et une réflexion qui est revenue sur le projet de pont Massaïa, qui au départ avait pour but de désengorger la rue des Combattants et qui était un pont automobile, qui a été envisagé de cette manière-là, qui était présent, et donc un participant rappelait tout ce qui avait été dit, notamment lors d'un conseil communal en 2017, et qui nous disait n'abandonnons peut-être pas trop vite cet aspect-là, de désengorger et donc effectivement d'avoir un pont Massaïa à vocation automobile. Maintenant, il a été rappelé également le principe qui est que tout investissement sur une infrastructure automobile a tendance à attirer le trafic routier, et donc une volonté de ne pas trop investir effectivement dans ces aspects-là, pour être tout à fait complet. Et donc là, il y a effectivement eu un débat à ce sujet-là. Le cas de la chaussée de la Croix, donc l'objectif pour la chaussée de la Croix, c'est de réduire la pression du trafic sur la chaussée. C'est quelque chose aussi qui est revenu assez fort lors de l'enquête qu'on a pu organiser. Et donc une discussion et un débat, une question pour laquelle on n'a pas nécessairement trouvé une réponse, qui est: est-ce que la liaison est nécessaire ou pas sur la chaussée de la Croix, entre guillemets. La question est: est-ce qu'on peut envisager un trafic de transit sur la chaussée de la Croix ou pas? Et donc là, c'était pas unanime. Le plus grand nombre considérait qu'il fallait privilégier la circulation locale, mais il faut pouvoir aussi envisager un transit entre le centre d'Ottignies et Louvain-la-Neuve. En parallèle, il faut évidemment proposer des alternatives en transport en commun et en vélo à assistance électrique par exemple, pour accompagner justement cette transition, et avoir une réflexion plus large en termes de circulation et de transit parasite sur le contournement. Et donc là, on est revenu sur la question la réflexion du barreau sud, donc compléter le maillon depuis la nationale 25, voilà, pour envisager de canaliser et de contenir ce trafic de transit qui passe par la chaussée de la Croix. Une remarque également concernant l'accessibilité des commerces en centre-ville. Un participant nous disait: si on rend les choses tellement compliquées pour se rendre dans le centre-ville, en ce compris en voiture, on va avoir un impact sur les commerces en centre-ville, et donc il faut en tenir compte. Il faut pouvoir garder une accessibilité en voiture des commerces en centre-ville, et donc il faut pouvoir en tenir compte. Les zones 30, cette discussion sur généraliser les zones 30. On nous dit que les zones sont morcelées, donc on peut faire tantôt du 70, tantôt 90, tantôt 50, et donc le plus simple, ce serait quand même de généraliser la zone 30 pour que ce soit plus clair, avec des exceptions qui doivent pouvoir être envisagées sur certains axes hors agglomération.
et multiplier les contrôles, puisqu'une zone 30, elle fonctionne si les gens le respectent, et si c'est pas respecté, ça ne fonctionne pas. Et donc voilà, là il y a un enjeu aussi à multiplier les contrôles. On a eu aussi cette discussion sur les zones 20 et donc les zones résidentielles, hein, les rues résidentielles en dehors des centres, sachant que là, ça pose évidemment des gros problèmes de mise en œuvre puisque les zones 20 ne peuvent pas être généralisées. Ça demande des gros travaux d'investissement, comme je disais, de réaménagement de voirie et donc c'est pas envisageable partout. Et les rues, excepté circulation locale, ont cet avantage qu'elles ne peuvent pas être utilisées par les applications qu'on utilise généralement comme les GPS, et les gens généralement n'osent pas s'engager dans les voiries à circulation locale. Et donc là, il y a un avantage effectivement à réfléchir sur cette mise en place de statut circulation locale pour certaines voiries. Concernant le parking, donc l'objectif c'est de diminuer l'emprise de la voiture sur l'espace public, avec une priorité, comme on l'a dit, par exemple pour le centre d'Ottignies, sur la place du centre et le cœur de ville. Attention toutefois que le cœur de ville est utile, par exemple pour l'école communale. Il y a assez bien de parents qui se garent sur la place, sur le cœur de ville pour pouvoir accéder et déposer leurs enfants à l'école. Et donc ça doit pouvoir être envisagé. Une réflexion du coup sur un parking réduit sur ces différentes places avec une rotation rapide, notamment pour les commerces. Une réflexion également sur le parking du monument qui est sous-utilisé et qui n'est pas prioritaire par rapport à la réflexion qu'on porte ici sur l'emprise de la voiture sur l'espace public. Et donc voilà, comment on peut utiliser ce parking du monument au mieux. Sanctionner le stationnement sauvage, on n'en a pas encore parlé, mais pourtant c'est une réalité qui est connue sur le territoire, et donc de nouveau sanctionner et contrôler les incivilités, et avoir une politique de stationnement ambitieuse et cohérente. Par exemple, la carte riverain est payante, le parking doit être payant. Développer les voitures partagées, inciter le plus possible effectivement les utilisateurs à ne plus avoir de voitures individuelles et à utiliser des voitures partagées. Et garder de nouveau des places de parking pour les commerces. C'est essentiel que les commerces soient toujours accessibles aussi en voiture. Pour les riverains, empêcher les voitures ventouses et pour les clients dans les quartiers résidentiels. Avoir une carte riverain par quartier, c'est une proposition qui est aussi dans les dossiers du programme d'action mobilité, et on nous propose également d'envisager un tarif riverain proportionné aux revenus des ménages. Pour le commerce, comme on l'a dit, la gratuité doit pouvoir continuer à être envisagée, même temporairement, donc avoir un système d'une gratuité limitée dans le temps et des emplacements à rotation rapide. Pour les travailleurs, donc la réflexion sur des parkings de dissuasion, pouvoir se stationner effectivement pour une longue durée. Donc l'objectif, c'est évidemment d'éliminer les voitures ventouses en centre-ville. Et donc, quid des parkings? On n'a pas tellement parlé des parkings en extérieur de ville, mais la réflexion a porté sur le parking du monument, de nouveau, ou le parking à la rue Paul Delvaux, qui sont deux parkings, voilà, avec un potentiel certain pour les navetteurs, en tout cas les gens qui viennent se stationner de longue durée. La sécurité aux abords des écoles, on en a assez bien parlé, concernant notamment les kiss and ride, qui sont parfois une fausse bonne idée d'organiser des kiss and ride à proximité des écoles. Et donc, des aménagements existent déjà, peuvent être améliorés. Des partenariats avec les différents acteurs concernés, comme les parents, existent déjà et peuvent être améliorés. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite dans ma présentation. Des cheminements doux également, qui doivent pouvoir être valorisés aux abords des écoles. Et pour les écoles secondaires, un travail de sensibilisation des jeunes en association avec les parents pour éviter effectivement de déposer son enfant le plus proche possible de l'école en voiture. Concernant le développement de l'offre en voiture partagée, ça n'a pas fait l'objet d'un point à l'ordre du jour, mais ça a été quand même dit à différents moments et donc je l'ai repris ici. Il est reconnu que ça permet effectivement de réduire l'empreinte de la voiture individuelle et donc il existe des stations de voitures partagées sur le territoire qui doivent être renforcées. On doit continuer cet effort-là aux différents endroits qui existent et homogénéiser l'offre.
on nous a dit par exemple favoriser Cambio, ne pas miser sur différents services pour faciliter l'utilisation, autant privilégier effectivement un acteur et un partenariat. Améliorer les équipements disponibles et donc par exemple avoir des rehausseurs et des sièges bébés. Ça paraît anodin, mais effectivement quand on a une famille, si on veut utiliser une voiture partagée, il faut que ce matériel-là soit disponible. Donc il est envisageable, il est possible de mettre à disposition ce genre de matériel. Ou diversifier la flotte. Il y a des petites voitures, il y a des plus grosses voitures qui peuvent être disponibles. La réflexion était pourquoi pas des petites camionnettes pour envisager la location d'une voiture pour un déménagement, par exemple, pour des trajets type utilitaire. Tous ces éléments-là voilà, ont été abordés et réfléchis. Il y a eu aussi différents moments où on parlait notamment, et ça fait partie d'une action du PAM, du programme d'action mobilité, sur le guide d'urbanisme. Comment améliorer la grille de lecture qu'on peut avoir des projets à venir. Et donc, il y a une crainte de voir les grands projets immobiliers avoir un impact et accentuer la pression automobile. Et donc, plusieurs pistes existent pour aiguiller et aider la réflexion dans le cadre des projets qui peuvent être sur la table à l'avenir, notamment d'envisager le stationnement sur site privé. Et ça se fait effectivement déjà beaucoup. Envisager des parkings vélos, envisager plus de parkings vélos. On disait par exemple d'avoir un parking vélo par oreiller. C'est une notion qui est apparue dans les échanges. Réfléchir sur l'accessibilité des techs. Est-ce que le site qui est prévu pour effectivement le projet immobilier est bien accessible en matière de transport en commun? Et envisager aussi l'implantation de voitures partagées au sein du projet immobilier qui est envisagé. Également aussi pour les riverains. Donc voilà, il existe différentes pistes pour voilà, essayer d'améliorer la situation et de diminuer le possible impact sur les voitures personnelles. Le contrôle des infractions, j'en ai déjà un petit peu parlé à différents moments, et c'est effectivement important, c'est ressorti aussi de l'enquête, c'est de veiller au respect des règles suivant différentes problématiques. Le stationnement sauvage, sur les pistes cyclables, dans les rues résidentielles, aux abords des écoles. Donc il y a vraiment différents points qui sont assez précis, mais également les excès de vitesse. Si on parle de zone 30, effectivement, il faut pouvoir respecter cette réglementation. Et donc renforcer les contrôles, et une piste est envisagée par un des participants qui s'appelle les SAC, donc les sanctions administratives communales ou régionales, et donc qui permet à un agent qui n'est pas un agent de police de constater une infraction. Des collaborations, j'en ai déjà beaucoup parlé, donc des partenariats à valoriser, différents acteurs qui existent, qui sont disponibles et qui sont même présents sur le territoire, qui doivent être mobilisés, les institutions, par exemple la province, qui était présente aussi aux ateliers, les habitants, les usagers, les riverains, les parents, les associations de parents et différentes associations, j'en ai parlé, ProVélo et Tous à pied, et donc il faut pouvoir entretenir et valoriser. La problématique des accotements piétons au pont de l'Europe, pour ceux qui connaissent un petit peu ce coin-là, je crois que c'est assez évident. Donc ça participe à l'amélioration des cheminements piétons au centre d'Ottignies. Malheureusement, ça nécessite de retravailler l'ensemble de l'ouvrage d'art, et donc un gros investissement à prévoir. Et donc là, une réflexion qui doit porter sur comment on finance et comment on réalise cette chose-là, sachant qu'effectivement c'est un goulot et que ça pose problème au niveau de la circulation de la mobilité active. Des actions supplémentaires, point d'interrogation, des éléments en tout cas qui ont été débattus lors des ateliers et qui ne font pas nécessairement partie des actions qui sont dans le programme d'action mobilité. Une réflexion sur le passage à niveau de la gare de Mousty, où là il y a effectivement un problème en termes de circulation, une barrière et donc un obstacle à franchir. Comment envisager autre chose, sachant qu'Infrabel considère que ce n'est pas une priorité, et donc de nouveau la question de savoir comment on peut financer les travaux qui doivent pouvoir être faits pour améliorer la situation. Une question également concernant la Nationale 4 qui est envisagée en boulevard urbain, et donc effectivement il est dans l'intention des différents acteurs présents, c'est d'améliorer la situation en termes de part modale au niveau de la Nationale 4, mais ça ne peut se faire qu'en améliorant l'accessibilité à l'E411, et donc de déclassifier, si je ne me trompe pas, le statut de la Nationale 4 pour améliorer effectivement
et donc prévoir des aménagements sur la nationale 4. Mais là, il y a différents acteurs qui rentrent en compte et c'est la région qui est à la manœuvre sur cette question-là. Voilà, donc ces éléments-là, je ne sais pas s'ils vont au final intervenir dans le programme d'action mobilité, mais ils ont été débattus, ils ont été discutés, et donc c'était important de les faire ressortir. Voilà, brossé. J'ai pris le temps de le faire, mais je pense de façon assez complète les différentes thématiques qui nous ont mobilisés pendant les différentes rencontres, donc qui se retrouvent dans le rapport que vous trouverez et qui se trouve en ligne dès maintenant. Je vais passer maintenant la parole donc à Monsieur Gossiot de Bureau d'études Ariès qui va expliquer un petit peu comment eux ont fonctionné, comment ils ont pu travailler pendant cette période en s'inspirant notamment des échanges qu'on a eus avec la dynamique participative. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Donc effectivement, en parallèle, si l'on peut dire, de tous ces ateliers et de la dynamique qui a été mise en place effectivement par Espace Environnement sur le développement, en fait toute l'analyse critique au niveau du PAM, le bureau d'études Ariès ici a travaillé, de la même manière de son côté sur, toute une réflexion, sur la mise en place et cet avant-projet, mais vis-à-vis en fait, notamment de tous les plans stratégiques qui existent. Donc pas uniquement les plans au niveau de la commune, mais on a travaillé au niveau de tous les échelons, donc au niveau régional, au niveau provincial. Donc on sait qu'il y a le plan provincial de mobilité qui existe aussi, les plans Wallonie cyclable, les plans communaux. Donc comme on l'a dit, on a traité et on a analysé ces différents plans communaux qui existent à l'heure d'aujourd'hui pour faire la réflexion et voir si le PAM dans sa première mouture, dans son projet, intégrait aussi bien, outre la vision générale, toutes les actions qui sont déjà proposées par ces différents plans aussi, ainsi que donc toutes les réflexions qui sont soulevées par ces plans. Donc, on a été plus loin dans l'analyse un brossage en surface. Donc, au niveau voilà, au niveau notamment donc des enseignements principaux de notre démarche, ce qu'on constate évidemment, c'est qu'il y a une cohérence complète avec la vision régionale provinciale de la mobilité, les nouvelles visions en tout cas, qui sont la vision, que ça soit la vision FAST, effectivement aussi la vision STOP, donc qui est tout à fait différente de la vision du premier plan communal de mobilité, qui était en fait à la base plus on mettait la voiture en avant, comment gérer la voiture et comment développer la voiture. On est sur une vision effectivement où maintenant on a mis les modes actifs et les transports en commun en première analyse et en première préoccupation avant la voiture. Donc, même si de manière générale, toutes ces intégrations et toutes ces réflexions sont intégrées au niveau du PAM. Donc, on a une cohérence notamment avec l'analyse des mesures préconisées, donc je le disais, sur le plan communal de mobilité, que ce soit le 2003 ou que ce soit la mise à jour donc du plan communal de mobilité de Louvain-la-Neuve. Donc là, toutes les mesures qui sont reprises sont quasi reprises aussi de manière ou d'une autre dans les plans d'action qui sont prévus donc au niveau de cette version du PAM et la vision FAST évidemment 2030 de la région. Donc là, évidemment, le PAM s'appuyant directement vers ces projets, ben, elle est bien transcrite et on l'observe bien dans cette option et dans cette version, la première version du PAM. Au niveau maintenant, quand on regarde on analyse et une analyse croisée, donc spécifique sur chacun des modes de déplacement. Donc ici, je vais reprendre de nouveau de la même principe la vision stop. Je reprends les piétons sur l'analyse. Ben, certains éléments sont quand même manquants. Donc je vais pas reprendre tous les éléments qu'on a repris, mais plutôt compléter un peu la vision participative. Donc sur certains points qui ressortent, qui n'ont pas été peut-être énumérés, qui n'ont pas été repris notamment dans la vision participative, mais qui sont des éléments qui sont repris dans les échelons supérieurs, que ce soit dans les différents plans que j'ai énumérés, mais également les visions cyclables ou les visions sur d'autres villes. Donc, au niveau des piétons, bah, comme on l'a dit, il y a effectivement une vision qui s'est fort concentrée dans le cas de cette version du PAM sur les hypercentres. Il y a effectivement toute la version, on est à l'échelle communale, donc là, il y a effectivement une réflexion à avoir et à porter sur un réseau piéton qui pourrait, dans le cas présent, suivre un équivalent d'un plan piéton, comme il existe un plan cyclable actuellement. Donc, avoir un plan piéton, comme ça existe au niveau de la région bruxelloise, ce genre de choses. Donc, développer un réseau hiérarchisé, visualiser tous les points noirs et permettre d'intégrer donc le piéton, outre le cycliste qui est fort représenté, effectivement, on le constate fort dans la version du PAM et peut-être un peu moins le piéton au stade actuel, en tout cas, de la version.
Au niveau des cyclistes, il y a tout la question du plan cyclable communal, donc avec la commune pilote cyclable et autres. Donc, il y a déjà énormément qui est mis en place. Ce qu'on voit qui transpire au niveau des autres plans, c'est les éléments effectivement d'intermodalité. On en a parlé un point ici. Donc, c'est effectivement la question du first mile, last miles au niveau des arrêts de bus notamment. Donc, la question pour les arrêts de bus qui sont un peu plus extérieurs au pôle urbain, c'est l'accessibilité directe et comment renforcer cette accessibilité aux différents arrêts de bus qui peuvent être vite éloignés de certaines habitations. C'est effectivement d'avoir le principe d'intermodalité avec les vélos et de la mise en place de ces éléments dans cette réflexion des vélobus et également la possibilité de développer des partenariats avec le tech pour faire monter son vélo, gérer le vélo comme ça existe effectivement au niveau des bus. Au niveau du stationnement, donc on a parlé de tous les stationnements possibles aussi, effectivement, que ce soit le stationnement résidentiel ou vélo, je parle bien ici, ou le stationnement pour tous les équipements, les autres, les commerces et autres. Il y a le stationnement long, le stationnement court, mais il y a également, pas oublier, la micromobilité. Donc, on en parle de plus en plus. On a tout ce qui est trottinette, vélo électrique et autres. Donc, il y a des consignes qui pourraient être intéressantes à mettre en place et ce genre d'éléments qui sont aussi importants pour les intégrer, que ce soit dans les centres urbains, au niveau des pôles commerciaux, d'avoir possibilité d'une consigne pour déposer un casque, déposer sa trottinette sans risquer de se la faire voler, alors que pour l'instant, évidemment, il n'y a pas de moyen de la protéger que de ne partir avec et de faire le tour du commerce ou le tour de ses activités avec ses vélos. Même chose avec les vélos pliables, de mettre en place tous ces éléments donc de micromobilité dans la réflexion en tout cas du PAM. Au niveau des transports en commun. Donc là, on avait toute la réflexion sur la hiérarchie, sur le développement de l'intermodalité avec les bus et les trains. Il y a également un point important, donc on parle fort de la commune, on parlait du triangle entre Wavre, Ottigny, Louvain-la-Neuve. Il y a quand même la réflexion importante aussi, qui est des réflexions plutôt, notamment les visions est-ouest. Donc on a des lignes quand même, des lignes fortes en transport en commun avec le train vers Bruxelles, vers Namur. Il y a quand même la réflexion aussi clairement est-ouest avec des transrégionales, des liaisons à renforcer, sans doute à revoir, qui étaient déjà proposées à l'époque dans les différents PCM, qui sont à revaloriser et à développer également ici, notamment vers les liaisons Nivelles et autres, qui sont effectivement à renforcer dans le cas présent. Au niveau des véhicules motorisés, ici, dans la réflexion, on parlait fort du stationnement, on parlait fort du développement. Il y a effectivement aussi toutes les nouvelles motorisations qui sont importantes. Donc, la réflexion sur les motorisations gaz naturel, les motorisations électriques. Donc, la réflexion de la mise en place de bornes électriques de développement, notamment, c'est ce qui est proposé dans le plan régional de mobilité, qui n'est pas remis, mais a tout son intérêt, effectivement, pour promouvoir aussi ces déplacements, même si c'est du motorisé, des déplacements qui permettraient effectivement de réduire l'empreinte carbone par une certaine nouvelle motorisation à mettre en place et l'intégrer directement, que ça soit directement sur les voiries, mais également dans les futurs projets, dans les grands projets, mettre en place de bornes, développer ça en partenariat avec le secteur privé, avec les entreprises aussi, pour développer effectivement ce genre d'alternatives. Au niveau du stationnement automobile, justement, on a la question, outre toute la question de la gestion de ce stationnement, du type de zone, de développement de zones de stationnement. Il y a aussi la mise en place de la technologie en temps réel, donc c'est-à-dire notamment sur Ottigny, sur l'usage autour de la gare d'Ottigny et autres. C'est la gestion dynamique avec application pour localiser les places de stationnement disponibles, ce genre d'éléments pour évidemment comment maximiser l'usage de ces places actuellement. Donc, pour éviter que les gens fassent le tour de tous les parkings pour trouver des places, donc avoir plus facile à gérer ce stationnement. Il y a également aussi toute une réflexion à porter sur la mutualisation du stationnement, que ce soit secteur privé, public, mais également donc entre les différentes affectations, entre les commerces qui ont des gros besoins en week-end, alors qu'il y a des bureaux qui sont vides et d'autres réflexions, notamment aussi avec les facs et ce genre de choses, gagner en espace sans devoir créer des poches de stationnement énormes, mais permettre de mutualiser, permet de rationaliser d'une certaine manière les stationnements qui existent et donc de valoriser un stationnement qui est présent, mais qui n'est peut-être pas du tout optimum pour l'instant ou utilisé de manière optimale. Et c'est une réflexion à apporter, notamment en cas d'événement aussi, en cas de développement culturel, ce genre de choses. C'est très important de mettre tout ça en place et donc d'atteindre cette réflexion.
Au niveau de l'intermodalité, ben là, les 2 points importants, ben, c'est promouvoir évidemment pour les écoles notamment, parce que pour les entreprises, on a également, ben, il y a les plans de déplacement d'entreprise qui sont développés. De toute façon, qui sont au niveau régional, on a et fédéral, on a tout ce qui est promotion au niveau des écoles, ben, les pédibus et les vélobus qu'il faut remettre en place ou encourager à redévelopper. On parlait des déplacements à moins de 1 km. Ben, toute cette réflexion est importante. On a beaucoup d'écoles, de petites écoles communales avec des écoles primaires, maternelles, où ces éléments-là sont très importants pour initier dans la première réflexion, quand on se déplace, les premiers déplacements qu'on fait, ben, promouvoir au sein des enfants aussi cette envie de se déplacer à vélo ou à pied, c'est très important pour évidemment encourager par après ces déplacements également. Et au niveau évidemment du secteur plutôt bureau et développement, il y a la question du coworking. C'est pas directement ciblé à une réduction des déplacements en soi, mais c'est une réflexion qui dépasse la commune, c'est de développer, d'éviter les navetteurs, de réduire ce genre de pression et de pouvoir créer, que ça soit des centres de coworking, des développements de new working qui seront des zones où d'échange et de travail où on évite de faire des déplacements qui sont peut-être inutiles et qu'on puisse intégrer ça en même temps que tout ce qui est le télétravail structurel qui commence à se mettre en place et ce genre de choses. C'est très intéressant comme alternative pour pousser les gens et justement tout ce qui est déplacement, éviter les déplacements pendulaires, notamment avec les grandes villes et ce genre de réflexion. Outre ces différents éléments qu'on a analysés, il y a évidemment notre analyse, mais certains éléments de confusion entre un objectif, les actions, donc des actions qui sont pas forcément dans l'intitulé de l'action du PAM, ne sont pas forcément claires ou suffisamment claires pour les gens. Et donc on a réfléchi aussi à réexpliquer, peut-être à proposer, à donner des nouveaux termes dans les actions pour qu'elles soient plus concrètes, bien ciblées, que les gens comprennent à quoi se rattache cette action. Donc, on a toute une série de réflexions sur ces éléments-là et sur base de ces constats et alors des séances participatives, donc de tout le retour sur les séances participatives. Donc, effectivement, ici, nous, on a proposé donc une version que l'on propose adaptée et corrigée du PAM qui, après, maintenant, va être débattue en concertation avec la commune. Donc, ça, c'est la future étape, la prochaine étape, c'est d'analyser tout ce qu'on peut mettre en place dans les actions, qu'est-ce qu'on peut proposer et comment, justement, développer ce PAM du projet vers un PAM définitif dans ce cas présent, qui va être le partenariat qu'on va travailler ici avec la commune sur ces réflexions et les futurs aussi sujets précis des ateliers qui viendront. Donc ici, je vois, c'est juste un exemple, un titre illustratif, mais c'est entre la première version et la version qu'on propose, toute une série de corrections, de réflexions, d'ajouts de nouvelles actions qu'on propose suite justement à ces éléments. Donc que ça soit sur les différentes actions et les objectifs opérationnels du PAM, en fait, qu'on va proposer au niveau de la commune, sur lesquels on va pouvoir interagir maintenant et réagir, ce qui n'a pas encore été le cas. Et donc, ça sera la future étape, effectivement, dans le cas présent. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation. Et donc effectivement, c'était du condensé et du lourd. Vous avez pris beaucoup d'informations, mais je pense que la plupart des participants, en tout cas j'espère, vous reconnaissez quand même dans les échanges qui ont eu lieu. Je propose maintenant qu'on ait un petit échange ensemble sur vos réactions par rapport aux présentations qui ont eu lieu. Et je vois dans les échanges, notamment sur la plateforme, que il y a quelques éléments d'information qui sont apportés, notamment par Monsieur Genin, un participant, qui nous dit que, par exemple, sur la chaussée, la rue des Combattants, il y a bien déjà aujourd'hui un F99 qui est apposé. Donc effectivement, suivant les recommandations effectivement du GRAC, et donc effectivement, on pourrait mettre à jour notre intervention à ce sujet. Alors, je vois aussi, je parcours en même temps la question de la boucle à sens unique dont on a beaucoup discuté effectivement pendant les ateliers et auquel s'est finalement combiné la question de la vitesse en centre-ville. Et donc la conclusion, enfin si je peux synthétiser sans faire trop de raccourcis, était quand même l'idée de dire qu'il faut envisager une zone 30 généralisée, et en ce compris sur les grands axes de circulation. Et donc on n'a pas
discuter, je pense, du fait que cette boucle soit à 50 km/h alors que le reste des voiries sont à 30 km/h. Et donc, voilà, je pense que là, il y a une position, en tout cas dans les ateliers, qui était assez précise à ce sujet. Et du coup, ensuite, puisque la question de M. Genin, hein, je lis, est finalement comment est-ce qu'on va faire concilier les différents points de vue qu'il peut y avoir entre la ville, la police et le SPW, donc la Wallonie, concernant l'application de la vitesse limitée à 50 ou à 30 km/h. Oui. Oui. Non. Non, effectivement, oui. Alors, effectivement, on s'est posé la question, ça va poser, voilà, vous pourrez voir ici, effectivement, apparaître les différents échanges, merci. Et effectivement, si vous avez des questions dans le public, je propose qu'effectivement, tout simplement, vous posez la question en essayant peut-être d'être assez précis pour qu'on puisse ensuite nous répéter et retraduire pour que tout le monde puisse l'entendre. Et donc voilà, par rapport aux éléments de réponse que j'ai apportés à Monsieur Genin, je ne sais pas si quelqu'un veut apporter d'autres éléments de réponse. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la réflexion est en cours, donc il y a une gestation quelque part des aménagements et des propositions qui seront faites, qui devront effectivement à un moment donné être concertées avec les différents acteurs qui sont concernés. Et donc effectivement, il va y avoir à un moment donné une discussion avec les différents acteurs. Pardon ? Oui, tout à fait, si vous voulez. Donc, effectivement, donc sur cette question-là, et la suivante de Monsieur Genin qui demande comment est-ce qu'on va finalement tenir compte des avis de différents autres intervenants, notamment de nouveau, il parle du GRAC et d'autres associations, mais il y a aussi, il va y avoir le TEC, la SNCB, toute une série d'autres acteurs. Là, clairement, il va falloir essayer de trouver un consensus entre les différentes parties prenantes et essayer de trouver, à un moment donné, que les gens que nous se retrouvent tous autour d'un projet commun. Il va falloir faire fonctionner de l'intelligence collective. Donc, personne ne pourra, à mon avis, lancer un diktat, ni sur l'avenue des combattants, parce que je rappelle que l'avenue des combattants est une voirie régionale, donc le SPE aura plus que son mot à dire dans ce projet de boucle à sens unique. Pour le moment, ils ne sont pas au courant, donc on discute entre nous, on dit on va faire ça, etc. Mais à un moment donné, il va quand même falloir les mettre autour de la table, et ça ne va pas être une mince affaire, ça c'est sûr de les convaincre. Et le TEC, la dernière fois qu'on a évoqué le principe de ces boucles à sens unique, le TEC était absolument opposé à l'idée d'avoir un arrêt de bus d'un côté de la boucle et un arrêt de bus de l'autre côté de la boucle, puisque aujourd'hui, on a les arrêts de bus qui se font quasiment en face dans une voirie, et demain, si on fait des boucles à sens unique, ça va changer. Donc, on a aussi le TEC à convaincre. Donc c'est pas encore gagné. Et donc, la question de la vitesse 50 km/h ou 30 km/h, je pense qu'elle viendra après à ce qu'on se soit mis d'accord sur un principe. Et effectivement, il faudra tenir compte de tout le monde. Et c'est un peu la même chose pour la gare, le réaménagement de la gare, où là, on commence seulement à construire une vision commune avec les différents partenaires et bailleurs de fonds. Et donc, on va descendre progressivement. Il y aura des enquêtes, il y aura des permis qui seront déposés, il y aura des enquêtes publiques. Et donc, on aura la possibilité d'avoir des débats fins sur des projets précis dans une phase ultérieure. Et pour la question de M. De Béthune, là, qui dit, qui parle du parking en surface dans les quartiers, les zones proches, etc. Le parking, effectivement, donc le parking public, l'idée qui tourne, qui est celle qui est un petit peu dans l'esprit des différentes personnes qui travaillent sur la question du plan de stationnement, c'est effectivement d'envisager à un moment donné de passer à du stationnement payant dans les zones, dans l'espace public. Sur Louvain-la-Neuve, la zone bleue ne suffit pas à résoudre les problèmes de parking à Louvain-la-Neuve. Le parking est trop sollicité, Louvain-la-Neuve est trop attractive. Et en fait, le problème, c'est des effets de bord. À partir du moment où il y a quelque part un parking payant, on a tout de suite des effets de report vers des zones où on peut trouver encore du parking public. Et donc, à partir du moment où quelqu'un met quelque part un parking payant, ça fait une tache d'huile. Les véhicules fuient cette zone-là, et donc il faut essayer. En fait, il oblige les autres à développer des stratégies, soit de contraintes dans le temps, soit de contraintes financières. Ici, ça va sans doute être le cas. Je pense que clairement, au fur et à mesure des discussions, on s'en rend compte. On tourne très fort autour de cette question. Je pense que ça va à un moment donné atterrir.
Et donc effectivement, hein, c'est un point qui a été abordé lors des ateliers. On a eu des témoignages d'habitants, notamment du quartier de Lozelle, qui nous disaient qu'effectivement, notamment le samedi, la situation est quand même assez compliquée. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qu'on n'aurait pas abordées ou qu'on n'aurait pas parcourues, mais donc oui, je vais vous donner la parole. Je vous écoute. Ouais. D'accord. Je ne sors pas la grosse à revenir, mais je suis favorablement impressionné par le travail de synthèse, que j'étais membre d'un groupe, oui. que je me retrouve assez bien en conclusion. D'accord. Ce qui permet, deuxième remarque, de faire un commentaire général, je ne vais pas reprendre les points de détail que vous avez soulevés. Oui. Et c'est même assez contradictoire, deuxième remarque. D'un côté, je suis ravi, je l'ai dit, mais clairement, on sent que la part des commentaires venant des usagers piétons et vélos, je suis moi-même, donc j'en suis ravi. Oui. Mais comme démocrate, je me dis aussi, est-ce que ces commentaires ne sont pas surpondérés et que des usagers qui utilisent leur voiture, qui sont là, pas au courant de ce qui a été fait ici, vont hurler aux premières mesures d'application. Ça, c'est plutôt un message de l'apologie. Oui. Oui. Et le deuxième élément qui est un peu contradictoire, je serais évidemment très mécontent, à titre personnel, si aucune des mesures n'était appliquée. D'un autre côté, et ça c'est la question que je vous pose et que vous allez sans doute, à laquelle vous allez répondre dans les conclusions, quels sont les next steps? Parce que c'est, j'imagine, le conseil communal qui va se prononcer. Oui. Si le conseil communal rejetait en bloc tout, ce serait un peu dommage, on aurait perdu notre temps. À l'inverse, je me répète, je crois qu'il y a une surpondération des avis. Tout à fait. Et la dernière remarque va aller dans le même sens. Dans 3 ans, je prends au vote. Est-ce que ce plan il sera en partie mis en place d'ici là, certaines mesures ou mesurettes, oui, mais pas l'ensemble? Est-ce qu'il y a un risque réel que tout soit remis en cause, ou est-ce qu'à nouveau, question pour le pouvoir communal, vous sentez suffisamment fort pour faire avaliser par une majorité et une minorité communale des décisions qui clairement engagent non pas cette législature que les 2 ans qui restent, mais les 10 ou 20 ans Oui, voilà. Donc, mais aussi pour les personnes qui ne sont pas là, et je ne sais pas si les gens qui nous suivent et qui nous écoutent ont entendu votre intervention. Donc, je vais en tout cas essayer de la traduire et de la synthétiser. Mais tout d'abord, je suis content d'entendre qu'effectivement, vous vous retrouvez dans les éléments de synthèse qu'on a pu donner ici. Donc, je pense que ça, c'est un aspect quand même assez positif en introduction. Mais aussi une question par rapport à la légitimité des débats qui ont pu avoir, étant donné la question de la représentativité des gens qui participaient à cette séance, où effectivement, il y a eu probablement une surreprésentation de certains groupes qui sont engagés, qui sont volontaires, qui sont motivés, qui sont concernés par la question de la mobilité, et comme vous dites, probablement le grand nombre du reste de la population qui n'était peut-être même pas au courant de la démarche et qui continue entre guillemets à fonctionner comme ils l'ont toujours fait et qui risquent de tomber des nues en voyant qu'effectivement les choses avancent et n'avancent pas nécessairement dans le sens qu'ils ont toujours connu. En l'occurrence, l'utilisation de l'automobile, puisque clairement aujourd'hui, il y a encore 80% des usagers qui sont automobilistes. Alors très clairement, oui, je pense que c'est assez naturel dans une dynamique participative concernant une thématique, notamment la thématique de la mobilité, que les gens qui participent sont des gens impliqués et volontaires. Donc, je pense qu'effectivement, il ne faut pas considérer la représentativité du groupe, mais par contre, l'ambition, et je pense qu'on a eu l'occasion de le vivre, c'est d'avoir une diversité des avis et d'avoir finalement un débat quand même qui s'est tenu sur des avis divergents qui ont pu apparaître, par exemple, notamment la question des commerces en centre-ville, etc., l'accessibilité des commerces en centre-ville. Donc, je pense quand même qu'il y a eu une diversité des éléments échangés qui était quand même assez riche. Maintenant, effectivement, mais il va y avoir, puisque le PAM a des ambitions, et ça c'est la base, c'est le point de départ, c'est un transfert modal, mais peut-être que le PAM va suivre les conclusions des ateliers, peut-être que le PAM va aller plus loin que les ambitions des ateliers, ou sur certains autres points, peut-être que le PAM ne va pas suivre les conclusions des ateliers. Donc je pense que là, on est vraiment dans une dynamique participative qui est de l'aide à la décision,
Donc, un enrichissement de la réflexion par rapport au programme et aux actions qui sont prévues dans le programme d'action mobilité. Mais je comprends et je comprendrai effectivement qu'une bonne partie de la population, en découvrant les actions qui sont retenues par le PAM, soit mécontente parce que ça correspond pas effectivement à ce qu'ils ont, à ce que la population a effectivement toujours connu. Je ne sais pas si je réponds à votre question de notre point de vue en tout cas. Maintenant, c'est vrai aussi que le démarrage de notre démarche participative, c'était un questionnaire qu'on a voulu diffuser au plus grand nombre pour avoir du quantitatif et là se rapprocher quelque part d'une certaine représentativité des points de vue qu'on peut retrouver dans la population pour ensuite discuter en sous-groupe. Et là, effectivement, on travaille avec des gens qui se sont manifestés comme candidats pour participer et qui ont participé à 3 voire plus séances et donc qui effectivement ont un profil un peu particulier. Donc normalement, voilà, la méthode permettait de combiner un petit peu le quantitatif et le qualitatif. Peut-être pour la suite, effectivement, la validation. Alors, la seconde question, c'était comment est-ce que, donc on est en 3e année d'une mandature de 6 ans, comment est-ce que ce genre d'objectif de long terme peut être éventuellement soit mis en œuvre par une autre majorité, par exemple, puisque on sait bien que nul n'est éternel en politique. Je résume bien votre... voilà. Donc, OK. Donc, ici, c'est toujours... le problème est toujours le même dans toutes les formes de gouvernement. Le gouvernement qui a mis en place la vision FAST n'est plus. C'est une autre attelage politique, mais néanmoins, la vision FAST demeure la boussole, voilà, parce que c'est un gros investissement à mettre en œuvre, ce genre de vision. Ils sont adoptés et il y a quand même une continuité administrative. Nous, on va repasser ce projet devant le conseil communal pour adoption finale. Après, une fois que le conseil l'a adopté, il a valeur de guide pour l'administration dans les années qui viennent. Voilà, alors, rien ne dit que quelqu'un qui viendrait après ne remettra pas l'ouvrage sur le métier. J'espère en tout cas que ce sera le cas dans je sais pas moi, dans 10 ans, si ça n'a pas été fait, si on n'a pas revu pour dire il faudrait peut-être qu'est-ce qu'on a fait en 10 ans, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont déjà obsolètes, est-ce qu'il ne faudrait pas encore améliorer, renforcer encore les dispositifs. J'espère justement que ça sera encore restera pas au fond d'un tiroir, mais voilà, je ne peux pas vous le promettre, mais je pense qu'il y a pas mal d'exemples de politiques qui ont été développées par un groupe à un moment donné et qui restent et qui sont mis en œuvre par d'autres après parce que c'est un énorme investissement et personne ne va être capable de faire tout ça en 6 ans de toute façon. Donc il faut bien accepter de se mettre dans les pas d'une mandature précédente pour essayer d'arriver effectivement à atteindre les enjeux climatiques. Je pense que ça, c'est un objectif que tout le monde s'est bien fixé, quelle que soit la couleur politique. Aussi ici à Otigny, tout le monde se rend compte que les enjeux en matière de climat, il faut en tenir compte, il faut faire quelque chose, il faut essayer de réduire notre empreinte carbone. Et donc, voilà, je suis relativement confiant. Enfin, je veux dire, c'est difficile aussi de détricoter quelque chose qui a été construit et co-construit en panel citoyen, qui aura probablement amené de longs débats, etc., qui représente un tel investissement, de dire simplement, allez hop, table rase du passé. Ça va aussi être politiquement difficile. Bon, je pense que ceux qui ont autour de la table aujourd'hui ont poussé pour ce projet, seront demain peut-être sur les bancs de l'opposition, mais revendiqueront qu'on le mette en œuvre quand même. Voilà, donc c'est un peu comme ça la vie politique. D'accord. Le principe du plan, etc. Donc il y a une participation pas seulement ici, mais aussi pour permettre de nous rassurer que ceux qui arriveraient plus tard ne considèrent pas qu'ils ont été éjectés dès le départ, et donc il y a un priori favorable. Ok. Donc ce qu'on entend ici, c'est que donc il y a une base politique assez stable et assez ferme pour garantir une continuité d'un mandat à l'autre par rapport aux projets qui sont menés et aux démarches qui sont entreprises. Très bien. Je vois une autre question, mais très très spécifique concernant le parking derrière l'école de Lousel.
une zone bleue qui a été mise en place. Donc en fait ici, je ne sais pas si vous voyez la question en l'occurrence. Je ne sais pas si c'est l'occasion d'y répondre maintenant, puisqu'on n'est pas sur une démarche à venir, mais bien quelque chose qui a été réalisé. Donc je pense que ce sont des questions auxquelles on peut essayer de trouver des réponses peut-être après la séance. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être dans la salle. Je vois qu'une autre question arrive concernant les parkings payants. Alors. Oui, effectivement. Mais là, je veux peut-être passer la parole, je sais pas, à Sandra ou à Nathan, pas forcément toujours moi qui réponds, sur la dernière question de M. de Béthune. Oui, concernant l'accès à la dalle. On vient justement d'avoir un atelier très intéressant. Oui, c'est ça. Donc la question en fait concerne l'accès à la dalle donc de Louvain-la-Neuve. Donc les éléments de la mission, de mission 1 donc du rapport se concentrent essentiellement sur l'accès et la livraison vélo. Cela semble décalé par rapport aux nombreux camions qui montent sur la dalle 24 heures sur 24. Donc ça, c'est effectivement un constat qui est partagé, dont on a déjà eu vent notamment dans l'enquête. Il y a des camions qui montent sur la dalle. Y a-t-il des propositions à ce propos? Donc la livraison à vélo est effectivement une alternative aux entrées et sorties des camions sur la dalle et du tonnage aussi de ces camions. Mais deux autres actions, c'est de limiter l'accès et de trouver un moyen pour limiter bien plus qu'actuellement l'accès des véhicules, de tout véhicule sur la DEL, notamment en changeant peut-être le système de barrière, en ayant un contrôle plus optimal parce que c'est très compliqué de gérer l'accès, de contrôler l'accès parce que les barrières s'ouvrent. Parfois restent ouvertes, sont oubliées on oublie de les fermer. Certaines personnes qui demandent l'accès en dehors des heures de livraison. Donc la dalle est accessible de 6 heures à 10 heures du matin, mais certaines personnes, pour des déménagements, pour des livraisons exceptionnelles, peuvent demander d'y accéder à d'autres heures et parfois ils oublient de fermer les portes et donc d'autres véhicules s'engouffrent. Et donc ça, c'est aussi une des actions à mettre en place, c'est de mieux gérer et de contrôler aussi l'accès à la dalle. Donc on n'est pas ciblé que sur la livraison vélo, mais donc on devra mieux contrôler. Merci. Mais donc effectivement, c'est quand même des éléments qui ont été abordés lors des ateliers et donc différents éléments qui ressortent. Merci. Donc il y avait une question. Oui, monsieur. Oui. 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 Ouais. Alors clairement, très clairement, la question des rues scolaires a été abordée dans les ateliers concernant les abords des écoles. Alors donc les rues scolaires, on est bien d'accord que c'est, pour que tout le monde comprenne bien, c'est l'idée de bloquer complètement un axe de circulation devant l'école pour empêcher effectivement que les voitures s'approchent trop près. Mais donc du coup, ça contraint quand même
assez fort la circulation aux abords, qui n'est pas nécessairement toujours concernée par l'école, mais effectivement, il y a eu dans les témoignages des différents participants, effectivement, des cas d'école où des dossiers et des réflexions sur des rues scolaires ont été envisagées. Et à ma connaissance, puisqu'il y a aussi du coup une concertation qui doit se faire avec les différents acteurs, en ce compris la police, et je pense qu'à ce jour, aucun dossier qui ont été mis sur la table n'ont abouti. Notamment par rapport à cette question du transit qui existe aujourd'hui sur ces chaussées. Si je ne me trompe pas, si vous parlez de l'école du centre, ben donc effectivement, c'est quand même une rue quand même assez importante qui se trouve devant l'école. Et donc, je pense pouvoir vous dire que c'est assez inenvisageable de bloquer la rue devant l'école du centre. Après, je m'avance peut-être un peu beaucoup, mais je pense que c'est des choses qui ont été dites lors des ateliers. Peut-être Madame Mertens, si vous voulez compléter. Mais oui, effectivement, la rue scolaire a été abordée sur pas mal d'écoles dans notre entité. Et effectivement, on a fait des groupes de travail avec les différents partenaires. Et c'est clair que en fonction des implantations scolaires, il est clair que les voiries qui sont à côté des implantations scolaires et qui feraient l'objet d'une fermeture en heure, je veux dire, d'arrivée des parents, n'est pas possible parce qu'on n'a pas d'autre alternative pour organiser les déviations. Alors, on en avait une qui nous semblait effectivement possible, c'était la petite ruelle au bout de la rue de l'école Jassan, puisqu'elle est en fait un cul-de-sac, qui est un cul-de-sac au cimetière. Et là, c'est la police qui a refusé l'opportunité de faire cette rue scolaire. Alors, il faut savoir aussi que une rue scolaire, c'est effectivement la fermeture pendant un laps de temps, et donc l'organisation, je veux dire, de cette fermeture, soit de se mettre des barrières, et aussi l'organisation, je veux dire, physique de la signalisation, puisqu'il faut faire la circulation et empêcher tout véhicule à rentrer dans la rue scolaire. Et donc voilà, clairement, on a fait des groupes d'études sur ces différentes implantations d'écoles scolaires, je veux dire d'écoles, communales, et rien aujourd'hui n'a pu être mis en place par les autorités. Du fait évidemment de cette je veux dire, typologie spécifique aussi de notre centre, que dès qu'on envoie la circulation de transit ailleurs, il faut d'abord avoir la possibilité de ce transit, il faut avoir cette rue, donc et en centre-ville, en tous les cas, sur Ottignies, c'est compliqué puisqu'on a un fond de vallée avec un axe principal et un autre axe qui est évidemment, comme tout le monde le sait, la rue du Monument, de Pont et puis Delvaux. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Oui, monsieur. On vous écoute. Oui. Tout à fait. Donc je vais le faire effectivement maintenant, même si on peut revenir sur des questions qui se posent si on a encore un peu de temps. Mais donc les suites, comment participer. Donc ici on entame la seconde partie du volet participatif. On a abordé l'ensemble des thématiques qui sont concernés par le programme d'action mobilité. Ici, cette seconde partie envisage des actions spécifiques. Et donc, on vous propose à nouveau une enquête en ligne, et donc de nouveau, de manière à alimenter avec le plus grand nombre. Et donc, je crois qu'effectivement, il y a un appel à participation qu'on fait ce soir. Et donc, n'hésitez pas à diffuser l'information et à partager l'information pour que, effectivement, voilà, l'ensemble des personnes concernées et qui ont envie de participer puissent le faire. Participer à cette enquête en ligne qui a lieu jusqu'au 15 octobre. Parallèlement, et en fait c'est dans le même questionnaire, il y a un appel à candidature à participer à de nouveaux ateliers qui se feront, j'espère en présentiel, mais je ne peux pas trop m'engager à ça, en tout cas qui se feront à peu près de la même manière que les premiers ateliers, sur des actions spécifiques qui sont la réflexion sur le plan de circulation dans Ottignies, l'aménagement de la chaussée de la Croix et le plan de stationnement, donc la réforme de la zone bleue.
Donc ça, ce sont les 3 thématiques qui vont être abordées avec des ateliers qu'on va organiser en série. Et donc effectivement, les gens qui se portent candidats pour participer à ces ateliers, bien évidemment, s'engagent à participer à l'ensemble des ateliers. Et donc, on a repris ici, mais on va peut-être le mettre sur le chat, comme ça apparaît aussi pour les participants. Donc, le questionnaire en ligne qui se trouve sur la plateforme numérique du projet, et donc que je vous invite à compléter et à faire circuler pour que vraiment le plus grand nombre puisse participer. On va constituer, à partir d'appels à candidature, de nouveau des groupes restreints d'une dizaine d'habitants et d'acteurs qui gravitent autour de la thématique pour pouvoir organiser ces ateliers. J'aimerais bien revenir juste sur un élément qui est apparu dans les commentaires, quelqu'un qui nous souhaite de passer à l'action sur le terrain assez vite. Et je crois que ça, c'est déjà un élément de conclusion qu'on peut apporter par rapport à cette démarche, c'est qu'en fait, depuis le début de la démarche, il y a sans doute déjà des choses qui ont bougé. Évidemment, la ville ne reste pas figée à se demander ce qu'elle doit faire pour pouvoir avancer sur la thématique de la mobilité. Donc, il y a des choses qui avancent déjà, mais par contre, il y a aussi des gros projets, des grosses réflexions qui sont menées, qui vont lourdement impacter le territoire et qui du coup prennent du temps pour se mettre en place avec de la concertation des différents acteurs, etc. Donc il y a certainement des choses qui vont pouvoir se faire assez rapidement et qui sont en route, et il y a d'autres choses qui sont au stade de la gestation, entre guillemets, et qui mettent plus de temps et qui mettent du temps à se mettre en place. Donc l'objectif ici pour la deuxième partie de la mission, c'est d'organiser ces ateliers avant la fin de l'année et de pouvoir donc clôturer ce volet participatif en 2021 et avoir des conclusions disponibles début 2022 et pouvoir entamer ensuite la mise en œuvre et la suite. Oui. Nicolas, pour Oui. compléter ton intervention et à la question effectivement d'attendre, il y a toute une série d'actions du plan d'action mobilité qui sont déjà en place et qui sont probablement déjà réalisées. Donc, on n'a pas attendu le plan communal de mobilité, mais on s'est rendu compte que pour avoir une ligne directrice commune, il fallait à un moment donné coucher sur le papier, je veux dire, une pièce à casser. Cette pièce à casser, elle fait l'objet de cette participation sur des thématiques avec des actions. Et puis, bien évidemment, comme l'a dit notre collègue de chez Ariès, on va corriger cet avant-projet pour avoir une vision, je veux dire, cohérente de l'ensemble, que ce soit par des experts de mobilité ou par le volet de la participation. Mais il y a des actions qui ont été mises en place, comme par exemple l'engagement d'un mobility manager que Nathan maintenant entame cette fonction. On a aussi, par exemple, on avait envisagé de tester des nouveaux modes de mobilité avec le tech à la demande. Ce tech à la demande, il est effectif, il est là. Donc, il y a des choses qu'on a mis en place. Par exemple, on veut améliorer les infrastructures et pousser dans le dos un peu les techs et la SNCB pour la gare. Le projet de gare, il est au permis. Donc, il y a des choses qu'on ne va pas bloquer pour cette boîte à outils qui est le programme d'action mobilité. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on alimente au fur et à mesure. Et je voudrais rebondir à la question suivante qui était aussi la pérennisation de ce programme sur de longues années, parce que c'est vrai que si on devait budgétiser toutes les actions, c'est des budgets colossaux, hein, puisqu'il y a quand même énormément d'actions, il y a plus que 50 actions, et que rien que la boucle ou le plan de circulation ou la réalisation d'un piétonnier, c'est quelque chose qui est considérablement au niveau budgétaire aussi. Aujourd'hui, on y pense. Si demain, on doit le réaliser, il va falloir trouver les budgets aussi. Donc, c'est vraiment une ligne directrice de fonctionnement pour avancer dans une mise en œuvre au fur et à mesure. Et évidemment, on n'attend pas la fin du programme d'action ou le programme d'action à la dernière virgule qui aboutirait, je veux dire, à un consensus pour faire notre métier de tous les jours, de créer des projets, de construire la mobilité de tous les jours. Donc voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je vois une série de réactions mais sur ce thème-là, hein, donc je pense qu'on répond un petit peu à cette question. Donc les choses se font, les actions se mettent en place au fur et à mesure et n'attendent pas les conclusions pour pouvoir avancer. Maintenant, il y a parfois des dossiers, et je vois qu'effectivement il y a des dossiers qui sont présentés notamment par le GRAC concernant des situations assez compliquées et qui ne sont pas nécessairement abordées dans le cadre des ateliers et dans le cadre du PAM. Donc effectivement, les choses se font par ailleurs et les choses avancent. Il y a aussi, je voulais aussi répéter, par exemple, il y a aussi des opportunités qui se mettent en place.
par exemple, un grand projet d'urbanisation ou, par exemple, l'appel à candidature Wallonie Cyclable qui a fait l'objet l'année passée d'un appel à candidature. Ben, on n'a pas attendu que la dernière virgule du programme d'action soit mis en place. On l'a introduit et on a reçu les subsides qui vont nous permettre de mettre en œuvre certaines actions du plan d'action. Donc voilà. Parfait, merci. Oui, monsieur. Oui. Non, effectivement, on est. Oui, je comprends bien. Oui, de fait. Maintenant, on est tenu effectivement à un timing qui est relativement serré. On avait laissé 1 mois la dernière fois pour pouvoir réaliser cette enquête. Donc, on avait eu 67 questionnaires complétés. Je pense assez bien de matière finalement pour pouvoir travailler sur les ateliers. On a considéré ici effectivement qu'il fallait travailler sur un timing serré. Je reconnais que c'est un timing très serré, 10 jours. C'est le même, le timing est le même. On pourrait. C'est vrai qu'ici, on l'a décidé effectivement, mais parce qu'on doit à un moment donné analyser les résultats aussi pour pouvoir entamer après le travail avec les ateliers. Mais effectivement, si on voit on va bien voir comment les choses évoluent, mais effectivement, c'est pas nécessairement fermé. En tout cas, l'appel à candidature, clairement, lui, il doit être fixé au 15 octobre. On n'a pas tellement le choix pour pouvoir organiser convenablement les ateliers qui suivent. Mais on pourrait laisser le questionnaire en ligne plus longtemps. Ça, c'est pas du tout un problème. Mais oui. Elle se fait ici maintenant, elle se fait à partir de la plateforme. Je pense qu'on va réaliser un mail aussi pour essayer de relancer le plus grand nombre pour participer. Mais effectivement, ça se fait de cette manière-là. Donc, il est annoncé dans le bulletin communal, il est annoncé dans les différentes communications qu'on a fait dans les différents médias. Pardon ? Oui. Donc effectivement, le dernier bulletin communal qui est sorti en septembre comportait un dossier mobilité et dans lequel effectivement on expliquait les différentes propositions qui sont ici. Mais par contre, vous ne trouverez pas un formulaire de candidature pour les ateliers. Ça c'est clair, ça ne se trouve pas. Mais l'information se trouvait là. Mais clairement, ici maintenant, le lien entre guillemets pour pouvoir participer, c'est la plateforme numérique du projet. Et il n'y aura pas plus de communication, en tout cas pas dans le bulletin communal à venir, par exemple. Oui, c'est ça. Voilà, il y a différents canaux, et notamment la page Facebook. Maintenant, c'est vrai, c'est un appel à participation et qu'on lance ce soir. Et donc, on vous invite aussi en tant que participant, vous avez eu l'information, c'est de la faire circuler et de la diffuser et d'utiliser les canaux que vous connaissez et que vous maîtrisez pour pouvoir brasser et effectivement faire participer les gens le plus grand nombre. Il faut reconnaître que le 15 mars, on a eu, c'était la première séance d'information concernant le PAM, des gens sont venus par curiosité aussi voir comment ça fonctionnait. Il est logique qu'au fur et à mesure que les choses avancent, on perde entre guillemets de participants. Nous, ici, on a besoin effectivement de relancer la dynamique pour retrouver un certain nombre de participants pour participer aux enquêtes, l'enquête par questionnaire, et participer aux ateliers. Je ne sais pas si les participants que vous êtes, qui étaient aux ateliers précédents, ont envie de rempiler pour participer aux ateliers suivants. Si c'est le cas, tant mieux, et vous serez les bienvenus, mais on a aussi besoin de 109 et de gens qui sont concernés par les problématiques spécifiques. Et donc, voilà, c'est vraiment un appel à participation qu'on fait et je suis vraiment disposé à entendre toutes les propositions qui seront faites pour diffuser le plus largement possible l'appel à participation, l'appel à candidature. Voilà. Je vous remercie. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions qui sont apparues. S'il n'y a pas d'autres questions parmi nous, je pense qu'on va pouvoir conclure tout doucement. Monsieur Dacamara Gomez, je vous laisse le mot de la fin, la conclusion, ou on a déjà. Oui. 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 Alors, il n'y aura pas de suivant dans le cadre de cette dynamique-ci. Ici, l'objectif, c'était clairement d'avoir des ateliers thématiques
qui abordaient l'ensemble des actions du PAM et l'ensemble des thématiques concernées par le PAM, et 3 ateliers sur des actions spécifiques prévues dans le PAM. Et donc, non, il n'est pas prévu d'autres ateliers par la suite. Donc nous, notre mission, elle s'arrêtera à la fin 2021, remise de conclusion au début 2022, mais ça sera la fin de la démarche participative à ce stade, avec du suivi prévu à des moments réguliers, des suivis de mise en œuvre en fait, et donc de communication sur comment sont mises en œuvre les actions du PAM. Mais l'élaboration participative, elle s'arrêtera. Ça va ? Oui. Oui, c'est ça. Il y a une page sur le site de la ville qui renvoie à la plateforme numérique. Donc effectivement, il y a différents accès en fait. Il y a le site de la ville, il y a la page Facebook, il y a la plateforme numérique que vous avez peut-être déjà parcouru, donc que vous connaissez. Si vous voulez partager le lien, c'est tout à fait faisable. Il est de nouveau ici dans le chat. Mais donc je vous invite effectivement, si vous pouvez le faire, à le diffuser. Et on va aussi nous-mêmes retrouver les relais locaux qui nous permettent effectivement d'activer un petit peu le public. Ça va ? Voilà, ben je vous remercie beaucoup, merci à tous. J'entends de nouveau mon écho, mais donc merci aux participants en ligne, merci aux participants sur place. Ben voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée et à très bientôt pour la suite donc des activités. Merci. Oui, donc maintenant on peut arrêter l'événement. Voilà.